La musique peut rapporter beaucoup d'argent en Afrique. Le problème, c'est parfois la gestion ou la malhonnêteté des intermédiaires que l'on a dans le système. C'est ainsi que Malox, mon invité de ce jour, définit son art au Cameroun. Malox, le Viber, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un artiste de musique urbaine, en d'autres termes de rap, qui très tôt dans sa carrière s'est mis en indépendant pour pouvoir contrôler l'essentiel de son business. Il a refusé plusieurs propositions jusqu'à 100 millions de francs, donc plus de 150 000 euros, afin de rejoindre un major. L'idée pour lui étant de garder le contrôle parce qu'il estimait que les conditions autour du contrat n'étaient pas les meilleures. Aujourd'hui, nous allons parler avec un artiste que l'on aime ou pas, qui a le mérite d'avoir une présence notable. Malox ne laisse personne indifférent. Ce qui va être très intéressant dans ce podcast, c'est d'écouter sa philosophie, sa vision. Et vous allez vous rendre compte que derrière le personnage, parce qu'en fait, c'est ce qu'il nous explique, Malox, l'artiste, est un personnage qui lui a été inspiré. Il y a quelqu'un de très posé, de très réfléchi, qui sait absolument tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de place au hasard. Et ce que vous allez découvrir ici aujourd'hui est inédit. Nous allons aborder les différentes thématiques qui concernent sa vie, son business, mais aussi les buzz qu'il entretient constamment parce qu'il estime qu'il a besoin de ça dans le cadre de sa carrière. Et tout ceci enrichit son business. Il a un business d'alcool, le boivement, et on va parler d'alcool. Est-ce que c'est un business rentable? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quel message il veut véhiculer au travers de tout ça? Et comme vous allez le comprendre, rien n'est fait au hasard. C'est une émission passionnante, riche, avec quelqu'un de vrai, comme on en a très peu l'habitude. Il est cash, il est cru parfois, ça plaît ou ça déplaît, mais ça a le mérite d'être dit. Et puis il ouvre une parenthèse sur les influenceuses qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps sur nos réseaux. Comment gagnent-elles leur argent? Il a fait de sa présence sur Internet une dénonciation systématique du style de vie de cette dame. Et aujourd'hui, on voulait comprendre pourquoi. Est-ce de la jalousie? Est-ce parce qu'il a été recalé par l'une d'entre elles? Il répond sans aucune forme de masque à toutes les questions que je lui pose. Vous avez compris, c'est une interview qui va être un peu longue, mais on ne voit pas le temps passer tellement on a abordé des sujets avec quelqu'un d'assez passionnant. Si vous nous découvrez au travers de ce podcast, vous êtes sur C'est juste une question de temps, le podcast qui parle de gestion financière avec les money makers, les personnes qui font de l'argent. Peu importe leur secteur, vous êtes les bienvenus à ma table pour parler d'argent. Comment vous le gagnez, comment vous le multipliez, comment vous l'épargnez et enfin, comment vous l'investissez, comment vous le multipliez. Si vous aussi, vous voulez faire un bilan de la gestion de vos finances, dans la barre de description, il y a un lien vers un quiz que je vous offre afin de faire le scan de vos erreurs financières. Allez-y prendre le quiz et dites-moi quel va être votre résultat. Vous saurez quelles sont vos faiblesses, quels sont les points sur lesquels vous devez vous améliorer. Et prenez un coaching avec quelqu'un de mon équipe. Ça vous est offert gratuitement afin de faire ce diagnostic-là. Et à la suite de cela, on vous fera les meilleures recommandations pour vous aider à ne plus être une passoire, mais plutôt à améliorer votre système de dépenses et la gestion de l'argent que vous avez entre les mains. Je ne vous en dis pas plus. Allons rejoindre Malox. C'est parti. Bonjour Malox. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur Juste une question de temps, le podcast des money makers, des gens qui font de l'argent pour parler d'argent et un peu plus de toi aussi. Est-ce que tu peux juste te présenter Malox pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Déjà, moi, c'est Malox le Viber, MAAHLOX, artiste camerounais, musique urbaine, à la fois producteur aussi avec propriétaire du label Zone de Rap et entrepreneur, propriétaire du Boivement. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne se retrouvent toujours pas, je suis l'auteur de la fameuse chanson Ça sort comme ça sort. Très bien Malox, tu as dit que tu es auteur, tu es entrepreneur et tu as dit que tu étais derrière le Boivement. C'est quoi le Boivement? Le Boivement, c'est un établissement de divertissement que j'ai créé comme un snack bar, comme on dit au pays en général. Donc, un snack bar d'environ 1000 places. Ah oui, quand même. Oui, comme 1000 places. 1000 places, j'emploie une trentaine de personnes. C'est ouvert depuis 3 ans. Et voilà, c'est l'un des premiers gros investissements que j'ai fait après la création de mon label, bien sûr. Et voilà. Pourquoi investir tout de suite dans l'alcool, Malox? Parce que du coup, c'est un snack bar, c'est un endroit où on boit beaucoup d'alcool. Tu as prévu 1000 places pour que les gens viennent boire de l'alcool? Je ne considère pas que j'ai investi dans l'alcool. Moi, j'ai investi dans le divertissement. C'est quoi les sociétés, les entreprises brassicoles, eux, ils ont investi dans l'alcool. Ils produisent de l'alcool. Moi, je pense que j'ai créé un univers, un espace de divertissement où, effectivement, on boit de l'alcool, mais aussi il y a des événements culturels, des showcases, où des artistes, tu sais, moi, je vais te donner un exemple. Une des choses qui m'a motivé aussi à créer cet espace, c'est que quand j'ai commencé dans la musique urbaine, on a trop souffert.
J'ai trop souffert. Je fais partie de cette génération. Pour avoir accès à un studio, c'était compliqué. Je ne parle même pas d'avoir un espace pour pouvoir tourner des clips et tout ça, ou même pouvoir s'exprimer. Donc, en créant cet espace, je pensais beaucoup à ça aussi. Pouvoir mettre le matériel, la sono, le cadre, à la disposition de ceux qui pouvaient, qui avaient la possibilité de vouloir s'exprimer, tourner des clips et tout ça. Donc, le but premier n'était pas que de vendre de l'alcool. C'est vrai qu'on vend de l'alcool, mais il y a tout type de divertissement. C'est un espace, en fait, de divertissement qui a été créé. En termes de ratio de chiffre d'affaires, avant d'arriver là. Donc, ça veut dire que quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, qui est artiste, qui a besoin d'un espace où il peut se produire ou là où il peut tourner son clip, peut venir te voir. Oui, bien sûr, ça se passe tous les jours. Il te encore paye. Le 20 mai, il y avait un show. Ce jeudi encore, il y a un show. Mais comment tu gagnes de l'argent avec ça alors? Qui te paye? Les gens qui viennent faire leur show, c'est ça? Oui, non, pas les gens qui viennent leur show. Déjà, les invités, il y a beaucoup que c'est moi qui paye. Je les invite. Ok, tu les invites et tu payes. Je les paye, je leur donne un cachet, normalement, comme on invite d'autres artistes bien sûr. sur des plateformes pour des prestations. Oui. Je les invite, je leur donne un cachet. Et maintenant, en fonction du type de soirée qu'on organise, quand ils sont là, on récupère un pourcentage sur les consommations et sur d'autres services pour pouvoir rentabiliser, en fait. D'accord, ok. Ok, d'accord. Moi, j'entends juste le boivement et c'est vrai que j'ai l'idée que c'est un endroit là où les gens viennent juste pour s'asseoir et boire. Donc, en fait, c'est un peu plus... Non, le boivement, c'est parce que c'est une expression qui a été, entre guillemets, créée par moi et c'est tiré d'une de mes chansons, Tu montes, tu descends, qui était une adaptation, en fait, du sketch La fille du bar de Jean-Michel Cancan, une réadaptation en forme de rap et dans le contexte urbain du sketch de Jean-Michel Cancan, La fille du bar. Donc, je crée l'expression le boivement. C'était une expression qui n'existait pas. Je l'ai créé cette expression-là dans ce texte-là. Et pour vraiment créer un espace qui était propre à moi et proche de l'idée que les gens avaient de moi, j'ai donc pris cette expression-là pour mettre comme nom de l'entreprise. Mais ce n'est pas juste que parce que c'est un endroit où on boit et tout, non. Mais tu vois que ça conduit effectivement à... ça laisse à penser ça. Le boivement est ouvert du lundi au lundi? Bien sûr. Donc, on boit du lundi au lundi. 7 jours sur 7. Ok. 24 heures sur 24. Tout le temps ouvert? Ouais, c'est tout le temps ouvert. Waouh. Jour et nuit. Waouh. Ça génère beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent, ça dépend de ce que tu entends par beaucoup d'argent. Non, c'est pas ma source. Je suis un artiste à la base. Ouais. Donc, mais parfois, tu peux être artiste, tu lances un business qui te rapporte plus que ta musique. Oui, c'est possible, mais quand je regarde, quand je fais les comptes, c'est pas mon activité principale reste la musique. Alors, quand tu dis la musique, je sais pas, c'est important parce que j'ai eu ici récemment un autre artiste justement de musique urbaine, Suspect, oui, qui disait que parmi ses sources de revenus, ce qui lui rapportait le plus d'argent, vraiment de très loin, c'était pas sa musique directement, c'était plutôt ses business avec les représentations qu'il faisait pour des marques. Est-ce que toi aussi c'est ton cas? Est-ce que tu gagnes de l'argent pour les représentations que tu fais? Oui, je gagne de l'argent pour les représentations, pour les marques, mais moi je mets tout ça dans le contexte de la musique. Okay, parce qu'en réalité, que ce soit l'utilisation, ce que me rapporte l'utilisation de ma musique sur les plateformes de certaines entreprises, ou même l'utilisation de mon image en tant qu'artiste, brand ambassadeur pour des produits, je pense que je mets tout ça dans le contexte de ma carrière artistique et musicale. Okay. Maintenant, il y a les business qui sont à part, notamment le boivement qui est l'un des... Mais du coup, tu vas mettre ta maison de production comme musique aussi alors? Ou alors tu mets ça à part? Non, elle n'est pas à part. Et ça fait partie de la musique. C'est pour ça que j'ai dit que quand je regarde, quand je regarde et que je fais l'analyse, le boivement, ça rapporte, mais ça ne rapporte pas autant que l'ensemble de mon business lié à la musique. Ouais. Me rapporte. On va arriver, t'inquiète, oui. On va essayer d'entrer dans le détail pour comprendre un peu chacune de ces choses-là. Dans le boivement, est-ce que tu as un jour phare, c'est-à-dire le jour où tu gagnes le plus de manière récurrente? C'est le samedi? Généralement au Cameroun, il faut comprendre, les gens, c'est à partir du vendredi que ça tourne vraiment. Vendredi, samedi et dimanche. Dimanche, alors qu'on travaille lundi? Oui, ça tourne. Ça tourne parce que généralement, les dimanches, il y a ce qu'on appelle les soirées de vétérans qu'on organise. Parce que c'est les dimanches que les vieux sortent. Tu sais comment ça fonctionne au pays, les tontines, les tout. Quand ils sortent des tontines, le soir, ils doivent d'abord s'arrêter quelque part avant de rentrer. Donc, du coup, c'est l'une des journées phares parce qu'ils peuvent rester jusqu'à 1-2 heures du matin avant de rentrer. Mais généralement, les 2 jours principaux, la semaine, c'est vendredi et samedi. Mais on a quand même réussi à ramener le jeudi et créer des concepts. Tu sais,
Le boivement, l'ouverture, ça a marqué quelque chose d'inédit parce que, en fait, j'avais apporté un concept qui n'existait pas. Donc, tout ce qu'on faisait comme lieu de divertissement et snack bar. En fait, pour l'histoire, c'est que j'étais venu ici à Paris et il y a un ami qui m'a amené dans un endroit appelé Dali Beach. Je ne sais pas si là, quelque part, vers Port d'Aubert. Port d'Aubervilliers. Okay. Port d'Aubervilliers vers ici à Paris. Okay. Il y avait un concept qui avait été mis sur pied avec des piscines, des grandes piscines et tout ça. Et des carrés. Et les gens s'amusaient comme s'ils étaient à une plage alors qu'ils étaient en plein centre de Paris. Oui. Donc, le truc m'a tellement émerveillé. Je me suis dit, OK, je vais calquer le concept. Ouais. Je vais calquer le concept. Mais je sentais qu'il manquait un truc parce que c'était beaucoup d'investissement. Ouais. Et moi, je voulais faire la chose, ramener le concept, mais dans un espace un peu plus réduit. Comment est-ce que j'allais faire? Et puis, quelques jours après, je suis allé à Dubaï. Et je suis allé à un endroit et j'ai vu, ils avaient fait le même concept, mais avec une architecture différente. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Quand je suis rentré au Cameroun, j'ai décidé de construire le boivement sur ce modèle-là. Et en quittant Paris, j'ai acheté des piscines hors sol, des grandes piscines hors sol de 4 mètres sur 4. Ouais, 16 mètres carrés. Ouais, 16 mètres carrés. Donc, j'en ai acheté 2. Okay. Et j'ai conçu le boivement exactement comme un espace de plage, mais en plein centre de la ville. Ah, il y a des piscines au boivement? Voilà. Donc, on a construit. Bon, on a changé le concept. 2 ans après, on a changé le concept parce que tout le monde a copié. En fait, tu sais comment ça marche. Tout le monde a copié. Tout le monde a copié le concept, mais nous, on est revenu avec une autre approche, purement américaine cette fois-ci. Donc, calqué aussi sur le club de Floyd Mayweather. Donc, oui, voilà. Donc, avec les filles qui dansent, tout ça, tout ça. Donc, en fait, moi, j'étais arrivé avec une approche... on n'avait jamais vu ça, en fait. 2 grandes piscines, 16 mètres carrés, les filles à l'intérieur tout le temps, comme dans une plage et tout, les ballons. Mais c'était quelque chose de totalement inédit. Et on était obligé d'ouvrir. À la base, on s'est dit on va fermer 2 jours par semaine, mais on s'est retrouvé obligé d'ouvrir tous les jours. Mais du coup, c'est quoi le concept? Il y avait des filles dans la piscine, les gars pouvaient entrer aussi dans la piscine? Non, les gars, ils ne pouvaient pas justement entrer dans la piscine. Il n'y avait que les filles dans la piscine. Et les filles, c'était comme dans des soirées, tu vois, au bord de la mer, tout ça. Ouais, tout dans ça. les clips, quoi. Voilà, dans les clips, en fait. Ouais. C'était un décor de clip. Et ça a marché. Ah oui, ça a marché. Ça, j'avoue que ça a marché fort. Alors, juste un bon jour, vraiment, un bon jour au boivement, c'est combien de chiffre d'affaires? Pas de bénéfice, on fait la différence ici. De chiffre d'affaires. Un bon jour au boivement de chiffre d'affaires. Bon, on peut être dans les 3 millions. Ah ouais? Ouais. Un jour? Un jour. Waouh. Ok. J'imagine que pendant les fêtes, c'est plein. Ouais, on va dire que quand même les fêtes, c'est... Est-ce que tu as une limite d'âge? Est-ce que tu contrôles en disant bien les sûr, mineurs ne bien viennent sûr, pas il ici? y a pas de... Le boivement n'est pas ouvert aux mineurs. C'est strictement interdit aux mineurs. Ça, c'est la base. Ouais. C'est la base. Super. Waouh. Ok. Donc, du coup, tu as fait évoluer ton concept. Aujourd'hui, tu es parti sur... Oui, on est parti sur une approche un peu plus différente. Parce qu'il faut savoir qu'au bout de... les gens se lassent vite aussi. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Quand ton concept fonctionne, les gens se lassent vite. Et surtout que les gens se sont mis à copier les piscines partout, dans tous les snacks. C'était déjà de n'importe quoi. On s'est dit, bon, OK, il faut qu'on change. On sort de là, ouais. On est parti sur un délire différent. Et voilà, on a créé un nouveau concept. Et là, aujourd'hui, le nouveau concept aussi a pris? Oui, il marche fort. Excellent. C'est vraiment qu'avec le nouveau concept, on a créé aussi une approche un peu plus sélective au niveau de la clientèle. OK. Oui. Parce qu'au niveau du standing, on a créé de nouveaux carrés avec de nouveaux standings. Un nouveau standing dans la boîte qui faisait que, voilà, on est devenu un peu plus sélectif. Mais ça reste le boivement. Excellent. À part le boivement, tu fais de la production. Tu l'as dit, hein, c'est-à-dire que tu es producteur de musique. Oui. Tu produis qui, par exemple? Moi, déjà, à la base. Ah, je m'auto-produis. Je produis par mon propre label. Hein? Pourquoi? Justement, ça, c'est une question que je me posais. Mais pourquoi Malox n'est pas chez Universal, chez Sony, je sais pas moi, chez toutes ces grandes maisons? Pourquoi tu te produis toi-même? Moi, je fais partie de cette génération d'artistes qui a eu une certaine éducation liée qui a fait des recherches et qui a eu une certaine éducation réelle. Parce qu'en fait, ce que les jeunes, les plus jeunes, hein, entre guillemets, qui sont là aujourd'hui, ne comprennent pas, c'est que il n'y a rien qui se fait au hasard dans le business de la musique. Il faut savoir ce que tu fais et il faut toujours tout faire pour être propriétaire de sa propre musique. Moi, j'ai eu la chance que
Je suis arrivé, moi j'ai commencé à faire la musique à une époque où il n'y avait pas encore Facebook. Et le seul moyen réel de pouvoir savoir ce qu'on faisait, c'était d'avoir des magazines comme Planète Rap et le DVD qui venait avec était très important parce que dans ces magazines-là, on avait la possibilité, ils avaient la possibilité, ce que nous on voyait à la télé et qui nous fascinait, de s'exprimer et nous de dire réellement c'était quoi les difficultés et les réalités du business de la musique. Et je fais partie aussi de cette génération qui a eu la chance de voir le hip-hop américain se construire pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Comment est-ce que les gens ont décidé de créer des labels indépendants? Pourquoi ils avaient la nécessité de créer ces labels? Pourquoi il fallait que leur propre musique leur appartienne? Et pourquoi est-ce qu'il fallait qu'ils ils construisent des entreprises où ils allaient générer des bénéfices qui allaient leur revenir? Et j'ai eu cette chance-là. Et de base... Tu l'as compris très tôt, en fait. Très tôt, j'ai compris qu'il fallait copier ce modèle-là. Parce que nous, ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, on a assisté, hein, on n'était pas aux États-Unis, mais à distance, on a pu assister à la création de ce Jay-Z qu'on voit aujourd'hui, le label Rockefeller et tout. Quelles sont les raisons? Pourquoi il est parti de tel pour arriver à telle chose? Donc, nous, on voulait être comme eux. Nous, quand on était plus jeunes, notre modèle, c'était de devenir comme Jay-Z, devenir comme P. Diddy avec Bad Boy Records, devenir comme Jay-Z qui avait son label et tout et tout. Donc, la mode, c'était d'avoir déjà son label. C'était une éducation claire qu'il nous avait donnée. Il fallait avoir sa propre structure et produire sa propre musique. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faut d'abord avoir une certaine notoriété avant d'aller tout seul dans son coin avoir son propre label? Non, pas forcément. Produire sa propre musique, c'est déjà se garantir le fait. Parce qu'il ne faut pas confondre entre la production et la distribution. Oui. Ce que les anciens nous ont enseigné, c'est produire ta musique, mais tu peux faire un deal de distribution avec toutes les grandes entreprises que tu veux, toutes les grandes majors que tu veux. C'est ce qu'eux, ils font. Les Jay-Z, les P. Diddy et tous les autres, les DJ Khaled, ils produisent la musique, mais ils sont distribués sur les plateformes des plus gros. Okay. Ils sont arrivés à un niveau où même ils sont même déjà distributeurs eux-mêmes, ils n'ont même plus besoin de ces plateformes-là. Ouais. Donc, du coup, c'était ça, le processus qu'il fallait suivre si tu voulais être un rappeur normal. Et ma génération, c'est la génération qui est venue juste après celle des Crotal et autres. Et nous, on a eu cette chance-là. Et cette génération-là a commencé à créer. C'est justement la génération qui a créé le plus de labels indépendants au Cameroun. Ah oui. Entre Zone de Rap, Red Zone et tout ça. C'est la génération qui a créé le plus de labels indépendants. La nouvelle génération ne connaît pas ce que ça veut dire. En réalité, pour eux, c'est des mots. Oui, parce qu'il y a comme une cassure, en fait. Non, parce que moi, quand je vois la nouvelle génération de nouveaux chanteurs, rappeurs de musique urbaine, non, parce que ils sont tous chez les grands, les Universal, Sony, ils sont tous chez la plupart, en tout cas, dans les grandes maisons. Parce que effectivement, le drame, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup d'argent aujourd'hui et que les plateformes de communication qui sont créées via le digital sont tellement nombreuses, les gens n'ont plus la possibilité de se concentrer et de vraiment apprendre. Ils n'ont plus le temps. Parce qu'en réalité, ce qu'on vend, c'est même pas de la musique, c'est du temps qu'on vend. Les gens n'ont plus le temps. On a dit à tous les artistes, on essaie de faire comprendre à tous les artistes que vous n'avez pas le temps. Alors que moi, quand j'ai commencé la musique, nous, on nous apprenait, vous avez le temps, vous pouvez faire telle chose, donnez-vous le temps de. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, c'est parce que ce discours-là a changé. Et je me dis que peut-être ce discours-là a impulsé un peu par ces grandes majors-là, parce que ne pas avoir le contrôle sur tous les artistes et sur un mouvement, un courant culturel qui génère beaucoup d'argent, c'est une grosse peine pour eux. Donc, il faudrait déjà ils se sont mis dans l'idée de faire une rééducation d'une certaine génération qui devait comprendre que voilà, vous n'avez pas le temps, tout ce que vous avez fait, nous, on achète votre temps. Vous venez, tout ce que vous avez comme rêve, tout ce que vous avez comme temps, nous, on achète et puis laissez-nous faire le reste. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, ils ont des embrouilles avec ces grandes majors-là. Ah oui, ça passe pas bien, le courant? Oui, énormément d'artistes qui ont signé dans ces majors-là, aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes. Ils ne s'entendent pas, surtout au Cameroun. Les contrats, il y a eu des ruptures de contrats, il y a eu beaucoup de problèmes, en fait. Je vais te demander, toi, quel est ton argument pour aller essayer d'avoir un artiste quand, en face, tu as les majors comme concurrents? Non, parce que les majors, en réalité, ne font pas de la... Ils ne font pas de... Comment dire
ils ne font pas un travail de base sur les artistes. Généralement, les grandes entreprises, les grandes majors, ils prennent des artistes qui marchent déjà. Ok. Ils ne font pas le travail de base. Ils essayent de les débaucher. Construire. Ils ne construisent pas les artistes. Il y a une expression pour ça qui m'échappe. Donc, ils ne font pas ce travail de base-là, où ils prennent des artistes par terre et les construisent jusqu'à un niveau. Notre travail à nous, dans les labels indépendants qui sont proches des quartiers et des gens, c'est de prendre des artistes. Tu dépistes. Fais un travail en fait, sur un peu eux. comme une école de foot, quoi. Voilà. Tu dépistes un talent, ça tu le fonctionne, fais. Ça fonctionne de la même manière. Ouais. On prend des artistes, on fait un travail sur eux, sur une période. Quand ils commencent à avoir une certaine notoriété, une certaine visibilité, toujours est-il qu'un label indépendant à lui seul, il ne peut pas. Je te donne un exemple. Mon premier deal en édition, c'était avec la chanson Ça sort comme ça sort et avec Because Music, parce que le projet est devenu trop gros. Quand ça devient trop gros, quand ça devient un truc international, on l'écoute partout aux États-Unis, en France, en Inde, en Europe, partout en Afrique, il faudrait des entreprises qui ont la capacité de gérer tout ça. Et généralement, très peu de labels indépendants ont la capacité de le faire. Donc, obligé de faire un deal avec des maisons d'édition pour pouvoir contrôler et les revenus de ta musique et gérer ça, en fait. Il n'y a pas Malox. Il y a qui dans ta maison, alors, aujourd'hui? Ou il y a eu qui est passé? Aujourd'hui, on est en train de faire un travail sur 2 nouveaux artistes sur lesquels on travaille. Tu sais, moi, ce que je dis toujours, c'est... Moi, ce que je dis toujours, c'est que avec l'ouverture de ma structure, ma carrière était un peu de manière... J'ai travaillé sur ma propre carrière de manière expérimentale. Il fallait... Parce que le contexte, déjà, à la base, était très compliqué. C'était très difficile. On était dans un contexte où les gens ne comprenaient pas très bien c'était quoi le rap, où est-ce qu'on voulait en venir. Et nous aussi, on cherchait on cherchait nos bases, nos marques. Parce que on était en Afrique, on était au Cameroun, mais on écoutait du rap français et américain. On ne pouvait pas faire comme les Américains ou les Français pour pouvoir communiquer avec le Cameroun. C'était compliqué. Nous, on était en train de chercher les bases qui allaient nous permettre de véritablement s'installer dans le contexte où on avait décidé de faire la musique. Donc, ma carrière était un peu expérimentale. J'ai produit mes premiers projets, tous mes projets d'ailleurs, jusqu'à ce que je me sente à l'aise et que je sache, OK, voilà comment ça fonctionne exactement. On peut partir de ça pour ça et arriver à générer des revenus comme ça. Et maintenant, OK, je ne vais pas prendre de carrière. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est quand tu es producteur, tu prends des risques. Oui, bien sûr. Avec les vies des gens. C'est les vies. La carrière, il y a des gens, leur carrière, c'est toute leur vie. Ils n'ont rien d'autre. Et généralement, dans la musique urbaine, tu vas voir beaucoup de jeunes qui font du rap. C'est des jeunes qui ont abandonné les études. C'est des jeunes qui rêvent gros dans la vie. Ils ont de grandes ambitions. Et avec tous les médias et les réseaux sociaux, ils savent que la musique, c'est quelque chose qui génère beaucoup d'argent et qu'ils peuvent se construire une vie avec ça. Donc, quand ils décident de travailler avec toi, c'est leur vie qu'ils mettent entre tes mains. Et moi, je pense qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Il faut être sûr de ce que tu fais. Il faut être vraiment prêt à le faire. Et quand tu te lances, ça devient... Des fois ça transcende le business, ça devient personnel. Vous formez une famille et il faut vraiment être sûr quand tu décides de prendre ces engagements-là. C'est pour ça que j'ai pris ma carrière de manière expérimentale. J'ai travaillé dessus. Jusqu'au niveau où je me suis dit, OK, maintenant je sais ce qu'il faut faire et je décide maintenant de travailler sur de nouveaux artistes. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire, donc en fait, si je comprends bien, tu n'as pas encore vraiment de pépites sur le marché, tu es en train de créer... Non, je travaille sur les pépites. Sur les pépites en ce moment. Parce qu'en réalité, avec la production, on ne gagne que réellement sur le long terme, en fait. Oui. On ne gagne que sur le long terme. Parce que... en fait, c'est un pari sur l'avenir. Effectivement. Et si tu veux que ça dure, il faut prendre la peine de toi-même construire les bases. Généralement, les gens confondent les choses. Le travail de développement artistique, c'est ça, en fait, développement artistique que les labels indépendants font. Chez nous, justement, il y a les gens qui mélangent les choses. Ils se prennent pour des majors. La major a les moyens, ils ont la force, ils ont les contacts, ils ont l'énergie qu'il faut pour pouvoir prendre un artiste qui marche déjà et lui donner un certain rayonnement. Oui. Les labels indépendants n'ont pas cette force. Ils doivent faire du développement, donner leur base et leur code à leurs artistes pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir les gérer sur le long terme.
et pouvoir gagner des bénéfices sur le long terme. Mais est-ce que c'est pas un peu comme, excuse-moi de faire l'analogie, mais le foot dans lequel tu as un club C'est le formateur même qui principe. prend des jeunes, les forme jusqu'à ce qu'ils soient à un niveau, ils peuvent être vendus au club. C'est-à-dire, dans ton Oui, cas, c'est à jusqu'à peu ce qu'ils près, te quittent pour aller vers des majors. c'est à peu près le même principe. Seulement, on ne vend pas réellement les joueurs comme les artistes, on les vend pas. On les vend pas. Avoir un deal, quand tu as un artiste, je te donne un exemple ici. Avoir un deal avec un artiste, tu as un label, je donne un groupe, Section d'Assaut, Oui. signé chez. C'est quoi leur truc, leur label là déjà. Enfin, bref, ils sont signés quelque part, Oui. mais ils sont distribués ailleurs. Ok. C'est-à-dire, c'est comme un. Non, mais je comprends bien. C'est-à-dire que tu as C'est quelqu'un comme qui... si tu avais Oui. une boulangerie, Oui. une petite boulangerie artisanale, Oui. où tu fabriques du pain, mais ton pain devient tellement bon que tout Paris veut ton pain. Oui. Mais ta boulangerie ne te permet pas de produire assez de pain pour Paris. Oui. Tu as la formule, tu as la recette, et tu décides de travailler avec, Un réseau. avec Carrefour, Oui. Qui est partout déjà, oui. qui est partout. Carrefour te dit, tu gardes ta formule, tu contrôles la production de toi. Eux, ils contrôlent la production du pain. Ils sont juste à la production. Ils sortent le pain et le rendent disponible pour tous les ménages parisiens. Mais toi, tu gardes la formule et nous, on te paye uniquement pour le contrôle que tu fais sur le contrôle qualité et que la formule reste la même. C'est tout. Excellent. C'est le même Un bon principe. exemple, ouais. C'est le même principe avec la musique. Le label qui fait du développement, il signe un artiste à la base, il développe, arrivé à un niveau. Quand l'artiste commence à avoir un vrai buzz, attire vraiment l'attention des gens, il faut le rendre disponible, il faut le rendre accessible. Et on a besoin de personnes qui ont plus de moyens, plus de visibilité, plus d'accès pour pouvoir rendre l'artiste, voilà. Très bien. Je pense qu'on a très bien compris maintenant. Mais merci beaucoup de nous avoir bien expliqué comment ça fonctionne l'industrie Voilà. de la production musicale. Ça permet un peu de comprendre. Enfin, moi, je comprends beaucoup mieux maintenant Voilà. comment on peut gagner de l'argent avec ça. Mais les majors, quand elles viennent dans un pays comme le Cameroun, tu n'as jamais été abordé, toi, par des gens qui t'ont proposé de quitter ton... Non, j'ai été abordé, bien sûr que j'ai été abordé. J'ai été abordé, mais les offres n'étaient pas intéressantes pour moi. On parle de combien? Bah, on m'a fait des offres de 50 millions, 100 millions. Ah oui? Oui. Pour faire quoi avec 100 millions? Produire un album? Oui, produire des albums, faire des lives et tout ça. Et tu as estimé que c'était pas assez? 100 millions, oui, c'est pas sur assez? la période, moi j'ai fait un calcul Oui. par rapport à la direction que je voulais avoir. C'était pas assez. C'était pas assez. Et au-delà de ne pas être assez, le projet n'était pas... C'était pas alléchant pour moi. Ça n'allait pas dans mon intérêt sur la période qui a été donnée et les propositions qui ont été faites. En fait, c'est pas juste l'argent. C'est pas juste l'argent. et C'est d'autres pas choses. l'argent. Tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est pas juste l'argent. Tout ce qu'il y a autour. Et j'ai la chance d'être entouré par des personnes qui ont côtoyé ce milieu-là bien avant moi et qui connaissent certaines codes. Et c'était pas intéressant, en fait. Excellent. C'est bon à savoir que Malox a refusé 100 millions. Alors, justement, dans un contexte dans lequel... Moi, j'ai l'impression, après, je me trompe peut-être, que la musique ne rapporte pas tant d'argent que ça aux artistes camerounais. Non, la musique rapporte de l'argent. Qui C'est a vrai? dit que la musique rapporte de l'argent? Mais on voit beaucoup Qui a dit ça? d'artistes qui galèrent, qui font des levées. Non, les artistes, souvent, ils sont pas honnêtes. Ils sont pas honnêtes. Les artistes, souvent, ils sont pas honnêtes. Moi, aujourd'hui, je veux dire, par exemple, tu sais, il faut tenir compte du contexte. Un artiste camerounais ne peut pas décider de vivre au même rythme qu'un artiste américain. Oui. Ils peuvent pas avoir les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes éléments pour mener la même bataille. Chacun doit mener sa bataille et en fonction du contexte, il faut être réaliste. L'artiste au Cameroun gagne de l'argent. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple simple. Moi, je touche minimum 1 million par showcase. À chaque fois que tu te produis. Oui. Dans un pays où le salaire minimum, c'est moins de 40 000 francs, je pense que si tu touches 1 million par showcase, tu as fait combien par... tu gagnes bien ta vie. Il ne faut pas que les gens... Tu sais, les artistes, des fois, ils ne sont pas honnêtes. Et moi, je n'aime pas ça, tu vois. Ça me dérange. Et des fois, c'est pour ça que je tire souvent sur mes frères artistes. Parce que je peux comprendre que les gens gagnent de l'argent et qu'ils dilapident dans des choses qui ne sont pas constructives pour leur carrière.
Et après, voilà, qu'ils puissent reconnaître au moins ça. Mais dire que ils ne gagnent pas d'argent, c'est faux. Les artistes gagnent d'argent, ils gagnent de l'argent. Tu as dit 1 million par showcase, tu en fais combien par mois? Bon, ça peut dépendre, hein, ça dépend des mois. Ça dépend des mois. Ça dépend des mois. Il y a des mois où on fait 3, on fait 4. Il y a des mois où... Ah oui. Surtout quand tu as des gros hits qui tournent. Quand tu as des hits qui tournent dans la rue, c'est le minimum. Tu vois? Et sans compter les prestations privées, les mariages, les machins et tout et tout. Mais attends, quand tu as le vent en poupe et que ça tourne, tu gagnes beaucoup d'argent. Faut pas que les gars racontent des histoires. Donc tu ne comprends. Donc tu penses que tous les artistes qui finissent pauvres, entre guillemets, c'est des gens qui ont mal géré ce qu'ils ont gagné? Oui, déjà à la base, c'est mal géré. Et puis des fois, ils se font escroquer aussi par des producteurs véreux et l'entourage, les mauvais managers et tout ça. Mais dire déjà à la base qu'on gagne de l'argent, ils gagnent de l'argent. Après, il y a cet entourage-là. Déjà, quand tu es mal entouré, même ici, il y a des artistes qui finissent sans rien. Pourtant, ils ont gagné beaucoup d'argent parce qu'ils étaient mal entourés. C'est vrai. Parce que je me rappelle encore l'interview de Gims que je regardais dernièrement où il disait que voilà, pendant qu'il était à Section d'Assaut, il gagnait très peu d'argent. Les gens ne le savaient pas parce que leur producteur ne leur donnait pas la possibilité de gagner plus que ça, tu vois. Et ça faisait partie du deal qu'ils avaient eu. C'était partie du deal qu'ils avaient eu. Il y a beaucoup d'artistes en Afrique qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui sont mal entourés et qui se font escroquer par leur entourage. Mais pour ceux qui gagnent l'argent et qui réussissent à avoir cet argent-là, ils gagnent de l'argent. Ils ne vont pas raconter que non. C'est grâce à l'argent de ta musique en que fonction du contexte. Hein. Bien sûr, oui. Pour rester au Cameroun. Oui. C'est grâce à l'argent de ta musique que tu t'es acheté ta maison, ta piscine. Oui, c'est grâce à l'argent de la musique que j'ai lancé tous mes business, que j'ai jamais fait autre chose. Hein. Pourquoi le besoin, Malox, sur les réseaux sociaux de nous montrer ta richesse, de nous montrer que tu as une Mercedes? Non, il est important piscine, pour moi. Une grande maison. Pour moi, il est important, tu vois. Tu sais, moi, mon histoire, les gens ont vu mon histoire se construire. Oui. Du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Oui. Contrairement à certaines personnes qui sont arrivées du jour au lendemain, on les a vus riches ou autre chose. Moi... Tu penses à des gens en particulier? Il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont arrivés dans la musique urbaine déjà riches. Ok. Déjà riches. Et c'est un phénomène même qu'on voit de plus en plus dans les réseaux sociaux. On voit des gens arriver, ils disent déjà j'ai ci, j'ai ça. Moi, la différence, c'est que moi, on m'a vu partir de zéro. Depuis mon premier hit, La bière, c'est combien ici? Ils ont vu dans quel contexte je vivais, quelle était ma situation. J'ai jamais caché quand j'avais rien, quand je roulais en taxi tous les jours, tu vois. J'ai jamais caché. Quand j'étais en location, tout ça, je savais. Les gens, ils savaient et tout. Moi, j'ai jamais été... Et aujourd'hui, avoir ce que j'ai aujourd'hui, c'est un symbole que je dois brandir. Moi, j'estime, hein, auprès de mes fans qui me suivent, parce que ceux qui me suivent aujourd'hui, généralement, c'est des gens qui me suivent depuis près de 10 ans. Et pour moi, il est important de leur montrer qu'il est possible. Parce que c'est un message que j'ai toujours essayé de prôner, de dire, OK, si tu crois suffisamment à ce que tu fais et que tu restes suffisamment concentré, tu peux réaliser de grandes choses. Moi, je suis parti de le gars qui dormait à même le sol pour être le gars qui dort dans une villa avec une piscine, GL, Mercedes, tout ça aujourd'hui. Il est important pour moi de montrer que c'est possible. Vous avez vu le cheminement. Je ne suis pas tombé du ciel et je pense que tout le monde peut y arriver. Ça ne s'est pas passé en 3 vies, en 4 vies. Ça s'est passé devant vous. Et ce message-là, j'ai envie de le passer toujours. Et je pense que prêcher par les actes, c'est mieux que de juste avoir des paroles en l'air. Donc, c'est pour ça que je prends toujours la peine de dire aux gens et rappeler toujours aux gens, voilà. Est-ce qu'on peut dire que ton succès gêne certaines personnes? Je pense que ça gêne énormément. On voit beaucoup de déferlantes contre toi. Et je me demande, est-ce que c'est à cause de ce que tu dis ou c'est juste un prétexte parce que c'est toi qui énerve? Non, moi, je crois que c'est le revers. Hein. OK. Oui, quand tu appelles la pluie, il faut faire avec la boue. ça c'est, on le dit souvent. Quand tu appelles la pluie et que tu veux vraiment que la pluie vienne après toi faire avec la boue. Et moi, je crois que ça fait partie c'est le revers de cette médaille-là. En fait, parce que ce que je fais, c'est calqué aussi ça part aussi d'un modèle sur lequel j'ai calqué ma carrière, qui est le modèle américain.
Les rappeurs américains, c'est des gars qui venaient des ghettos et ils ont ce besoin permanent de montrer quand ils ont réussi leur réussite pour rappeler aux autres des gars du ghetto que c'est possible. Ça a toujours été ce message-là. Depuis que j'ai commencé la musique, jusque maintenant, ça a toujours été ce message-là aux États-Unis où les Noirs, les jeunes Noirs américains qui étaient cantonnés dans les ghettos et dans des situations difficiles où le système les avait amenés à comprendre qu'ils ne pouvaient jamais réussir, chaque fois qu'ils réussissent à travers la musique ou le sport, autre chose, ils ont ce besoin de montrer qu'ils ont réussi, même si des fois ça frise avec l'arrogance, parce qu'on est à cette limite-là en fait. Ça frise avec l'arrogance, mais ils ont besoin de montrer qu'ils ont réussi pour inspirer les autres Noirs à la réussite. Et nous qui avons, moi par exemple, qui ai appris la musique en partant de ce modèle-là, je pense qu'aujourd'hui, je suis dans la même approche. Et il y a beaucoup de gens, il faut savoir qu'on est dans un contexte où il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait réellement. Pour beaucoup, jusqu'à pas longtemps, la musique et le rap et tout le reste, c'était que du divertissement de vacances. Pour eux, c'était un truc que tu pouvais faire entre deux cours, deux chansons. Ils ne savaient pas que c'était... Les gens pouvaient faire des carrières dessus, être professionnels comme on joue au foot et devenir des artistes. C'était encore quelque chose de nouveau. Il n'y a pas très longtemps, le rap et autres musiques urbaines n'étaient pas considérées comme de la musique. Donc même on a même les droits d'auteur, on n'avait pas le droit aux droits d'auteur. Ah oui. Au Cameroun, oui. Ça fait moins de 5-6 ans que les rappeurs ont droit à des droits d'auteur. Hein. Au Cameroun, on ne considérait pas ça comme la musique. C'était pas de la musique tout court. On estimait que si tu viens, tu dis c'est quoi le style musical que tu fais, je fais du rap, machin, on dit non, musique urbaine et tout le reste, ça n'existait pas, c'est des expressions qui n'existaient pas. On estimait que vous faisiez partie du divertissement, des vacances, donc après l'école, vous pouviez divertir les gens, tu vois. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a encore ces personnes-là qui sont là et qui perçoivent justement ce message-là comme étant de l'arrogance. Le fait que Malox se lève, il monte sa piscine, la villa, la Mercedes, tout ça. Et ils estiment que c'est de l'arrogance. C'est l'arrogance d'un jeune parvenu qui... Mais en réalité, ils ne comprennent pas que c'est un message que je passe aux plus jeunes. C'est bien parce que les plus jeunes, ils comprennent ce message-là. Ils arrivent à comprendre et à décoder ce message-là. Et à savoir que c'est possible. Parce que c'est en regardant, nous, les rappeurs américains, qui n'étaient rien, devenir des grandes stars, des icônes, qu'on s'est dit, nous aussi, à notre niveau, que c'était possible. Que c'était possible. Aujourd'hui, on fait des chansons comme ça sort, dans des petits studios à Yaoundé, et on voit les grands artistes comme Booba en train de danser sur ces chansons-là 1, 2, 3, 4 fois, publiées en story, et l'assumer complètement. Pour nous, c'est quelque chose de... C'est un symbole fort. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on puisse marquer les esprits chaque fois qu'on franchisse une étape. Moi, j'ai décidé de le faire. Quitte à prendre des coups, je le fais quand même. D'accord. Dans la même société dans laquelle tu vis, il y a aujourd'hui beaucoup d'influenceuses qui vivent en train de vivre. En parlant de ces gens qui sont riches, on ne sait pas d'où viennent la richesse. Justement, c'est de ça dont je veux parler. On a remarqué que tu étais très véhément vis-à-vis de ces influenceuses. Pourquoi ? Parce que... Est-ce que tu t'es fait récaler par l'une d'elles ? Non, j'ai pas de problème avec les influenceuses, en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais j'ai un problème avec leur discours. Ok. Qui sonne un peu paradoxal au discours que j'ai toujours eu, qui est celui de dire, OK, tu peux travailler dur. On doit voir ton cheminement. Ouais. Parce que ton cheminement doit servir de leçon aux autres pour qu'ils puissent trouver leur voie dans la vie. Tout à fait. Le problème justement avec ces influenceurs, c'est que leur discours en général, c'est je suis belle, je suis riche. On ne sait pas comment tu as acquis la richesse, d'où vient ta richesse, comment... Elles disent qu'elles font des business. Elles ont des instituts de beauté, des salons. Non, mais après, on n'est pas dans... Il faut savoir qu'on n'est pas des idiots, tu vois. Nous aussi, on fait du business. Hein? Nous, on fait du business. Nous aussi, on fait du business et on a tout de suite compris que ce n'était pas les ongleries de 2 mètres carrés qui achetaient des Range Rover et les voyages en first class partout. Ouais. On a compris que c'est pas ça qui achetait les sacs Dior, Yves Saint Laurent et tout. Hermès, on a compris. Mais maintenant, moi, mon problème avec leur discours, c'est que on est dans une société qui est encore psychologiquement et mentalement fragile, où les gens ne comprennent pas encore certaines choses, ils ne sont pas encore prêts à accepter certaines choses. Et dans cette société où on emmène encore les jeunes femmes en général
à avoir une certaine éducation, tu vois, qui est des gens, qui est un discours où ils disent, tu n'as pas forcément besoin d'aller à l'école, tu n'as pas besoin pour devenir riche, il suffit juste que tu fasses du make-up, tu te mets sur Facebook, tu publies des photos sur OnlyFans, et encore qu'on sait ce qui se passe sur OnlyFans. Mais elles disent pas ça. Mais si elles le disent. Ah bon, elles disent d'aller sur OnlyFans? Ben, bien sûr, elles sont toutes sur OnlyFans. Elles sont suivies par des jeunes, elles sont sur OnlyFans, Je savais pas Snapchat et tout, on sait ce qu'elles font. On ne peut pas dire. Alors, toi, tu penses que leur argent vient d'où, Malox? On n'a pas de nom de quelqu'un, donc tu peux dire d'où tu penses que ça vient. Non, mais j'étais clair. Est-ce que je ne mâche pas mes mots? J'ai dit 99% des influenceuses qui ont de l'argent font de la prostitution. Non. Mais qu'est-ce que tu appelles prostitution? De la prostitution au sens premier du terme, c'est-à-dire vendre son corps contre des rémunérations de toutes parts et tout, de toute nature. Mais quand on leur pose la question, ils disent non, ils n'ont jamais fait ça. Moi, je peux comprendre qu'elles disent non, parce que la prostitution, c'est quand même... c'est sale. C'est pas que c'est sale, parce que le mot sale, il est petit. La prostitution, c'est interdit par toutes les sociétés du monde, et aussi bien les sociétés civiles que les sociétés religieuses. Donc, il faut savoir que c'est pas évident de se mettre à la télé et dire « je fais de la prostitution ». Donc, je peux comprendre, tu vois. Mais leur mode de fonctionnement est la preuve. On va même plus loin que la prostitution. Parce qu'il y a pas longtemps, il y a une influenceuse nigériane qui est décédée parce que des capsules de cocaïne ont explosé dans son ventre. Elle faisait la mule. Elle faisait du transport de drogue, justement, parce qu'on voit beaucoup de ces filles en première classe. C'est justement ce qu'on ne sait pas. C'est que beaucoup de ces filles font la mule. Elles transportent la cocaïne et la drogue pour des grandes agences et tout ça. Donc, du coup, elles sont la couverture de beaucoup de business louches. Seulement, elles entraînent parce qu'elles séduisent. Elles séduisent par leur image. Elles engrainent toute une génération de femmes qui auraient pu être de grandes femmes pour nos sociétés derrière elles. Et elles se retrouvent plus tard prises au piège et ne peuvent plus faire machine arrière. Parce que dis-toi bien que quand moi je sors, je vais peut-être au studio, tout ça, ou je vais au boivement quand je suis de retour. Quand je rentre, je vois beaucoup de jeunes filles qui sortent des universités, du travail, des stages. Elles sont en route. Elles attendent le taxi. Tu vois des centaines et des centaines de jeunes filles qui sont là. Qui ont des cursus scolaires, qui essaient de se construire, avoir une direction dans la vie. Et que toutes ces filles, elles ont des téléphones en main. Et sur ces téléphones, elles regardent et voient d'autres jeunes filles comme elles qui ne font rien et qui leur montrent à longueur de journée, ouais, hier on m'a offert un sac Dior, aujourd'hui j'ai un Range Rover, machin et tout. Tu sais, à un moment donné, même si tu es très fort mentalement, il y a des chances que tu craques. Bien sûr, il y a des jours où si tu n'es pas suivi, il y a des chances que tu craques. Parce que tu vas te demander à un moment donné, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ouais. Est-ce que finalement je suis sur le bon chemin? Qu'est-ce que je fais à l'école? Qu'est-ce que je fais en entreprise? Pourquoi est-ce que je ne me rapproche pas de ces jeunes femmes? Parce que des fois, on voit ces filles sont suivies par des millions de personnes. On croit que c'est parce que les gens les aiment. Non. C'est pas parce que les gens les aiment. La preuve, on a vu beaucoup de ces influenceuses qui ont été fortement attaquées par leur communauté, qui ont même sombré dans des dépressions. Oui. Parce qu'on ne les aime pas, en réalité. Les gens les suivent parce qu'ils se disent, mais c'est quoi le truc facile qu'elles font pour avoir ça? Pour avoir cette vie-là. Et parce qu'on recherche cette vie facile-là, on les suit. Parce qu'effectivement, leur message, c'est nous, on a la vie facile. On a la vie facile. On obtient, on obtient tous nos biens facilement. Les bijoux, l'argent, on ne bosse pas. Les voitures, on a tout ce qu'on veut. Les voyages dans le monde, on a tout ce qu'on veut facilement. Et l'être humain est comme ça, il est paresseux de nature. Parce que les gens sont paresseux de nature, ils se rapprochent d'eux tous les jours. Ils les suivent. Et à un moment donné, ça devient même addictif parce qu'on les suit. On recherche, mais on ne trouve pas. Parce qu'en réalité, elles ne montrent jamais le côté obscur de leur business. Mais on peut te dire aussi que ces femmes-là, ces influenceuses, sont en relation avec des hommes qui acceptent de jouer le jeu. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu vas reprocher à une influenceuse d'être mariée à quelqu'un qui a beaucoup d'argent et de gâter sa femme? Bon, est-ce qu'elles sont mariées? C'est une question. Hein? Ça, c'est une autre question déjà. Parce qu'elles ne sont pas mariées déjà. Certaines sont mariées. Combien? Qui? Je ne connais pas le nombre. Bah oui, elles sont pleines, mais qui?
Celles que je connais, elles ne sont pas mariées. Hein. Elles ne sont pas mariées. Et effectivement, parce qu'elles ne peuvent pas être mariées. Parce que ça tue le business. Le business dans lequel elles sont, elles ne peuvent pas. Parce que là, on parle d'autres choses. Il faut savoir que les gens qui les suivent, ils les suivent, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour une raison précise. C'est parce qu'elles veulent savoir c'est quoi le truc facile qu'elles font Oui, c'est vrai. pour avoir ce qu'elles ont, pour vivre comme elles vivent. Parce que la vie est difficile, en fait. Oui. La vie est tellement difficile que de voir des gens avoir tout ça aussi facilement, on se dit qu'il y a quelque chose. Ouais. On essaie de se rapprocher d'eux pour savoir. Oui. Mais seulement, elles font partie d'un système où il faut qu'elles engrainent le maximum de personnes et surtout le maximum de jeunes filles qui doivent rester dans cette démarche de rechercher la vie facile pour nourrir un business. Ouais. Aujourd'hui, elles nourrissent un business en réalité. Ou en réalité, elles ne sont même pas. Parce que quand on les regarde, on a l'impression qu'elles ont beaucoup de choses. Elles n'ont rien. Parce que les vraies personnes qui sont derrière ce business-là, ils se font beaucoup d'argent. Les vraies personnes qui sont à la tête de ces business, parce qu'elles ne sont même pas le maillon le plus important. Elles ne font que, comme chez nous on dit en Afrique, c'est les apacheurs. Il faut qu'on engraine le maximum de jeunes filles pour qu'elles entrent dans le milieu de la prostitution. Et on commence à en avoir. Il y en a une qui a défrayé la chronique récemment en montrant ses parties intimes sur les réseaux sociaux. Oui, et il me semble que tu avais quelque part un peu pris sa défense. Non, juste parce que je disais, tu sais, les gens tiraient sur elle comme si elle était... c'est elle qui avait ramené le péché. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit aux gens, on ne peut pas. C'est une jeune fille. Parce que ce qui était bien, c'est que c'est une jeune fille de Yaoundé. Et j'ai rapidement eu les échos. On la connaît, elle a fréquenté ici. Ses parents font telle chose, tu vois. Et elle a clairement dit, c'était qui les personnes qui l'inspiraient dans la vie pour être comme ça. C'est vrai. Elle a dit clairement, voilà les personnes qui m'inspirent pour faire telle ou chose, parce que je veux réussir comme elle. Oui. Donc, en fait, pour toi, c'est la preuve palpable de l'impact. Non, c'est la preuve. J'ai dit clairement. Oui, j'ai dit clairement qu'en fait, on ne doit pas tirer sur elle parce qu'elle n'est que la face visible de l'iceberg. Ce n'est pas elle le problème. Elle n'est qu'un symptôme de la maladie. Ce n'est pas elle la maladie, en fait. Parce qu'elle n'est que l'un des prototypes, parce qu'il y en a des centaines et des milliers. Si on prend les téléphones de jeunes filles, moi, je t'ai dit que j'ai un bar. Oui. Un très grand bar. Quand on dit 1000 places, c'est 1000 personnes, 1000 personnes vendredi, 1000 personnes samedi. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Je rencontre beaucoup de personnes, je rencontre beaucoup de visages, je vois beaucoup de visages et j'entends beaucoup d'histoires. Oui. Je vois beaucoup de choses qui se passent et quand je prends position par rapport à quelque chose, c'est que j'ai pris la peine d'avoir les avis des uns et des autres sur la question. Et quand je suis radicalisé sur une idée, c'est parce que à un moment donné, il faudrait qu'on en parle. Parce que ces histoires d'influenceuses-là, j'ai été le premier vraiment à en parler au Cameroun et tout. Et finalement, il y a des gens qui m'ont collé une étiquette en disant « Ouais, tu les aimes pas, tu es jaloux. » Et puis moi, je peux les comprendre. Moi, j'avais dit clairement, j'avais donné une phrase au Cameroun qui est devenue culte où j'ai dit que j'ai pas besoin de l'amitié d'une vendeuse de piments pour m'en sortir. Ma mère se levait chaque jour pour aller au travail toute sa vie. Elle vendait au marché et elle n'a pas eu besoin de vendre le piment pour nourrir ses 10 enfants. Donc, du coup, je pense que, quelque part, personne n'est parfait, mais je pense que, quelque part, il faut tirer une certaine sonnette d'alarme par rapport à certains agissements. Mais est-ce que quelqu'un qui vend de l'alcool pour gagner de l'argent est en état de donner des leçons à d'autres personnes sur comment eux, ils gagnent l'argent? Parce qu'on peut te dire aussi, mais maintenant, toi, tu abrutis les jeunes. L'alcool, c'est pas bon. Est-ce que, je veux dire, l'alcool, une bière, ok, mais les gens qui viennent au boivement, ils peuvent en boire 1, 2, 3, 4, j'en sais rien. L'alcool, c'est pas non plus très sain. Est-ce que tu es en position de donner des conseils? Déjà, il faut savoir que moi, je fais partie d'un business légal, oui, encadré juridiquement parlant. Oui. On se lève pas un matin pour vendre de l'alcool. C'est vrai. Nous, on ne vend pas l'alcool, on est des revendeurs. De un, et de deux, c'est un business qui est juridiquement encadré par le système. Par la loi, en fait. Par la loi. Et ce n'est pas une aventure. Oui, mais en termes de valeur, d'éthique. Ce n'est pas la question. Parce qu'il faut savoir que quand on dit que c'est juridiquement encadré par la loi, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été étudié et on nous a mis des limites
On nous a placé des limites. On ne peut pas vendre de l'alcool à tout le monde. On ne peut pas vendre de l'alcool à tout va. On ne peut pas vendre tous les alcools. D'accord. Il faut savoir que ce qu'on vend a été contrôlé qualitativement parlant, parce que c'est contrôlé au niveau de la qualité, c'est contrôlé au niveau des prix, c'est contrôlé au niveau de la limite d'âge. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que le fait de vendre de l'alcool, ce n'est pas comme si on était dans la rue en train de vendre de l'alcool à tout le monde qui passe. Non. C'est un business qui est légal et contrôlé. Mais dans certains pays, la prostitution est légale. En Suisse, par exemple. On peut Non, te dire, la prostitution. Est-ce que tu reproches dans le fait de la prostitution ne ou alors reproche pas aux gens de faire de la masquer, prostitution. Voilà, oui, ouais. Parce que la différence en Suisse, c'est que il y a la prostitution légale et illégale. Tout à fait. Ceux qui ont décidé d'être dans la prostitution légale, ils suivent un canevas légal. Oui. Elles ont leur carte. Le problème, c'est ceux qui décident d'être pas dans la prostitution légale. Moi, mon problème, c'est que si au moins elles assumaient même qu'elles font de la prostitution, ça aurait été autre chose. Elles seraient déjà en train de mettre une pancarte pour dire, OK, les filles, là, ça devient compliqué. Tout le monde ne peut pas faire comme nous. Mais quand elles disent, tout le monde peut être comme nous, tout le monde peut faire comme nous, toutes les jeunes filles peuvent être comme nous, venez, on va vous montrer comment on fait. Là, c'est autre chose. Ouais. Non, c'est autre chose. Ouais. Et après aussi, il y a un problème parce que nous qui avons décidé de faire un business légal, de payer des impôts et tout le reste, c'est un problème pour nous. Parce que dis-toi bien que non seulement ils sont dans un business entre guillemets illégal, et de deux, elles font concurrence à tous ceux que, non seulement à nous autres et à l'État. Oui, parce que en réalité, comme j'ai dit, parce qu'il faut savoir que c'est très récent, hein, les idées d'ouvrir, parce que moi j'ai attaqué fort. Je suis choqué. Moi j'ai des soeurs, j'ai des filles, je suis choqué. J'ai attaqué fort. J'ai dit non, attends. Oh. Après, ils ont commencé à ouvrir des petits business pour dire ouais, c'est ça qui nous donne l'argent. Au début, il n'y avait même pas ces business. Il n'y avait même pas ces business. Ils étaient que sur les réseaux sociaux pour montrer des sacs, des chaussures, des voyages, des machins et tout. Les jeunes filles les suivent. Nous, au moins, même quand tu fais une chanson, quand tu vas faire une chanson, comme on dit chez nous dans la musique urbaine, dans le rap, quand tu fais du sale, aussi bien lyricalement que visuellement parlant, où les filles dansent en petite tenue, il y a des restrictions. Tu dois avertir. Tu dois mettre des messages pour dire, OK, d'accord, c'est de la fiction, c'est pas, ne faites pas ça chez vous, machin et tout. Mettre une limitation d'âge, tu vois. Mais leur cas est différent. C'est différent. Parce qu'à un moment donné, moi, je me dis, moi j'ai dit clairement aux gens, je ne m'attaque pas à elles, mais je m'attaque à leur discours. C'est leur discours qui est dangereux. C'est leur discours de vous pouvez être comme nous, vous pouvez faire comme nous. Ils disent vraiment ça? Mais attends. On les appelle même les marraines. Marraine de quoi? Hein? Moi, je ne sais pas. Il faut savoir. Mais est-ce que la faute n'est pas aussi aux médias camerounais, ivoiriens, sénégalais, qui leur donnent de la visibilité? Parce que ça, tu ne le dis pas, mais ces filles, aujourd'hui, sont devenues des ambassadrices de marques. Moi, quand je vais au Cameroun, je vois des marques qui ont pris certaines d'entre elles comme égérie, et tout le public, tout le pays les voit. Mais écoute, je suis en train de te dire une chose. Ça signifie quelque chose. Je suis en train de te dire une chose. On est dans un monde, vous savez, c'est le capitalisme. Le système qui gouverne le monde, c'est le capitalisme. Tout à fait. Ça veut dire que les plus cupides ont réussi à avoir raison. Ouais. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, au sens premier du terme, quand on dit le capitalisme gouverne le monde, ça veut dire que les plus cupides ont eu raison du monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est tout à fait logique et normal de voir ces filles-là être ambassadrices, qu'on donne la parole à ces filles-là plus qu'à des filles à des femmes qui sont médecins, à des femmes qui sont dans l'armée, à des femmes qui sont dans le monde juridique, avocats, procureurs et tout. Non, on ne sait même pas. Il y a des métiers, on ne sait pas qu'il y a des femmes. Oui. Combien de fois par an on arrive à donner la parole aux femmes qui sont dans l'aviation? Oui, c'est vrai. Ingénieurs. Pourtant, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes ingénieurs. Tout à fait. Hein? Intelligence artificielle. Il y a des femmes qui sont devenues millionnaires grâce à l'agriculture. Oui, elles n'ont pas droit de parole. Moi, je vais te donner un exemple. Je suis au Cameroun, mais j'ai grandi en sachant qu'il y avait des femmes qui existaient dans le monde qu'on appelait les Nana Benz. Comment j'ai su qu'il y avait les Nana Benz? Ces femmes qui ont réussi et qui roulaient en Mercedes-Benz au Bénin parce qu'elles avaient réussi dans l'industrie du pain. Comment j'ai su?
Parce que les médias ont ouvert la porte à ces femmes. Et moi, je vais te dire, je le sais depuis plus de 20 ans. Comment je l'ai su? Parce que les médias ont ouvert la porte. Moi, je pense que nos sociétés, au final, elles ne récoltent que ce qu'elles méritent. On est dans un monde où la cupidité a pris le pouvoir. Et parce que la cupidité a pris le pouvoir, les gens les plus cupides ont toujours raison. Quand je prends position contre les influenceuses, pas toutes, hein, parce qu'il y en a qui ont vraiment monté des business. Parce que quand on dit influenceuse, généralement, on parle de ces filles qui, par leur image aujourd'hui, qu'elles se sont façonnées. Généralement, c'est des femmes qui sont faites tout seules, qui sont façonnées. Elles influencent les autres. Moi, je ne sais pas sur toutes les influenceuses. Il y a des influenceuses qui ont monté des projets, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent de ces entreprises, qui parlent de comment évoluer et devenir une vraie femme d'affaires dans ce monde. Et moi, je respecte ces femmes-là. Mais moi, je tire sur les autres. Ces femmes-là, on ne sait pas, ces femmes dont on ne sait même pas d'où vient la richesse. Et des fois, même ce qui est marrant, même, c'est que c'est des femmes, tu es choqué parce que des fois, elles s'expriment, tu es choqué, mon gars. Ce que tu entends sortir de leur bouche, tu te demandes si elles sont capables de maintenir une réflexion logique qui peut leur permettre d'obtenir ce qu'elles ont. Du coup, elles passent leur temps à embrouiller les jeunes filles. Et le drame, c'est que nos médias donnent plus la parole à ces femmes-là. Pourquoi? Elles donnent plus la parole à ces femmes-là parce que, comme je dis, c'est le monde de la facilité. C'est le monde de la cupidité. On sait que ceux qui suivent ces gens, c'est des gens qui sont d'abord accros à la vie facile. C'est comme les jeux, les paris sportifs et le reste. C'est pareil. C'est comme les paris sportifs et le reste. Ça aussi, c'est quelque chose qui la question de la morale, même à ce niveau-là, c'est même pas mon problème. Parce qu'en réalité, comme je t'ai dit, c'est qu'il faut déjà être conscient du monde dans lequel on vit. Ouais. Le monde dans lequel on vit. Ouais. On vit dans un monde capitaliste. On vit dans un monde où le capitalisme règne. Ça veut dire que, au final, peu importe ce qui est mis sur la table, le profit à tous les prix. Il n'y a que les plus cupides qui auront raison à la fin. Déjà, quand tu t'es mis ça dans la tête, tu sais c'est quoi le chemin que tu dois suivre. Et tu sais quelles sont les limites que tu peux t'imposer. Et aujourd'hui, les gens ont bien compris ça. C'est pour ça que, parce que les plus cupides auront raison, ils cherchent, et les plus cupides, généralement, c'est ceux qui cherchent tous les moyens les plus faciles pour pouvoir avoir de l'argent. Et c'est justement le public qui regarde ces jeunes filles-là. Et comme les médias ont compris, les médias ont besoin d'audience, ils ont besoin d'un public où ils n'auront pas besoin de se casser la tête pour les convaincre. Ils préfèrent prendre ces jeunes filles-là, mettre en avant, avoir directement ce public-là qui suit. Et ça les suffit pour générer les pour générer les bénéfices. Parce qu'il est plus difficile, selon eux, ils se disent, OK, si on prend une femme qui est dans l'aviation ou qui est dans la recherche technologique, on la place devant les médias, il va falloir après convaincre et faire une éducation sur le public pendant une certaine période. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour ça. On cherche ce qui va prendre facilement. Dès qu'elle va se mettre à la télé, ouais, voici mes nouvelles chaussures, voici mon nouveau sac. Il y a un homme qui m'aime, il m'a donné ça, il m'a donné les chaussures. L'autre homme m'a donné ça, machin. Lui, un homme qui m'a un admirateur, qui m'invite à Dubaï. Elles font jamais la prostitution, c'est toujours des admirateurs. Les admirateurs leur donnent des sacs, des voitures. Elles sont plus que des stars qui chantent là. Moi, je peux comprendre qu'une star, ok, elles disent, ouais, tel fan. Parce que moi, je vais te dire, il y a des fans qui m'ont donné des trucs. Hein. Moi, des fois, pendant mon anniversaire, comme ça, je vois des gens, ils arrivent avec des gros écrans plasma. Ils me disent, ouais, tiens, c'est Malox. Je peux comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Les stars, les artistes, les sportifs, tout ça. Tu n'es pas une star, tu n'es rien. Tous les jours, les mêmes délires. Tu fais quoi de spécial dans la vie? Non, je suis belle, je mets le maquillage. Tu es plus belle que qui, frère? Même les mannequins qui sont ici, elles travaillent dur. Ouais. Même les mannequins qui sont ici à Paris, elles travaillent dur. On voit des mannequins même sombrer dans la dépression parce qu'elles posent tellement dur. En fait, j'étais le premier, je me rappelle, il y a 7 ans, à parler de cette histoire de Porti Porta. Et tout le monde m'a tiré dessus au Cameroun, oui. Demande à n'importe qui, ils vont dire, hein, ouais. Oui, mais il y a 7 ans, tu en parlais déjà. Quand j'en parlais, les gens me disaient, mais attends, tu es jaloux. Porta Porti, ouais. Ah, que tu es jaloux.
Oui, que je disais. Parce que j'ai des amis. Bon, il faut savoir que moi, je suis un gars vraiment, comme on dit, celui du sous-quartier. J'ai Ouais. grandi dans le ghetto, les bas quartiers, tout ça. Donc, les gens que je connais beaucoup de personnes. Je connais pas beaucoup de personnes qui ont réussi socialement. Et ceux qui ont même réussi, sont des personnes, j'ai connu beaucoup de personnes qui sont dans des choses illégales, la drogue, d'autres sont en prison. Ceux qui ont pris la route, le désert, pour pouvoir partir dans les pays occidentaux. Et beaucoup de ces personnes, des fois, travaillent dans les milieux obscurs, dans les milieux illégaux, tout ça. Et les gens m'avaient déjà parlé de ces pratiques-là. Des amis à moi qui étaient à Dubaï et autres m'avaient déjà dit, écoute, il y a beaucoup de filles que tu vois là, les Nigérianes, les Ghanéennes, pas beaucoup de Camerounaises, mais il y en a quelques-unes qui viennent. Voilà, c'est une pratique qui est répandue ici. Faire manger les excréments à ces filles-là et tout, parce que je ne sais pas pourquoi et tout. On en avait déjà parlé et que ça rapporte énormément. Et moi, j'étais venu aussi naïvement au Cameroun, j'ai fait un direct, j'ai parlé de ça. Ah, il fallait voir comment on m'a attaqué, cousin. On m'a attaqué. On voulait me tuer. Tu mens, tu es jaloux, aigri. Jusqu'à ce que une influenceuse française se lève et qui dise un jour, écoutez, voilà la pratique. Voilà ce qu'on nous demande de faire pour avoir de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, moi, je crois que ça n'a rien à voir avec la jalousie, l'aigreur. Moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais après, le discours doit être dosé. Il faut Ça veut dire doser que le quelque discours. part, tu veux quand même une société dans laquelle un certain nombre de valeurs sont préservées. Est-ce que tu as le sentiment que toi, Malox, ta musique va dans ce sens? Puisque tu es quand même quelqu'un qui est très, très controversé. C'est-à-dire que quand j'ai dit que je reçois Malox, il y a des gens qui ont dit super et d'autres qui ont dit mais pourquoi tu reçois Malox? Moi, je leur ai dit une chose, c'est que moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est quelqu'un de très intelligent. Au-delà de les deux, trois fois que j'ai pu le lire, c'est quelqu'un d'intelligent qui sait ce qu'il fait. Et j'aimerais bien te poser la question, Malox. Pourquoi ta musique choque autant? Déjà, moi, ça me fait énormément plaisir que ma musique soit aussi controversée. Ça, je vais te le dire. Moi, mon but, déjà, n'est pas de faire l'unanimité. Ça me fait énormément plaisir de me rendre compte que tout le monde m'écoute, déjà. Oui. Voilà. Donc, tout le monde n'est pas obligé de m'aimer. Oui. Mais si tout le monde m'écoute, c'est une bonne chose pour moi. Oui. Et ma musique, le but de ma musique, c'est déjà de créer le débat sur la société. Parce que si on est d'accord sur le fait que je parle de la société camerounaise dans ma musique, ça, déjà, c'est très important pour moi. Parce que si on croit que c'est une société, si on part du fait qu'on dise que c'est une société purement fantasmée que je suis en train de décrire dans ma musique, C'est pas pareil. c'est pas pareil. Mais si on est d'accord déjà tous sur le fait que je parle de la société camerounaise dans ma musique, c'est une très bonne chose pour moi parce que c'est ça le but. Ouais. Et puis, mon but est de créer le débat. Premièrement, qu'on soit d'accord qu'on parle de la société camerounaise. Et deuxièmement, que le fait qu'on parle de la société camerounaise crée le débat entre les Camerounais. Qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord et que des gens qui soient d'accord. Parce que ce n'est que dans le débat que les idées peuvent évoluer. Oui. Dans un sens comme dans l'autre, mais il faudrait que les idées évoluent. Le rôle des gens comme moi je ne fais que décrire la société dans laquelle je vis. C'est comme le dernier titre que j'ai sorti, ce n'est plus le quartier. Ce n'est plus le quartier. Le paradoxe, c'est que je dis Villa, Merco, piscine. Ce n'est plus le quartier, contrat en millions. Ce n'est plus le quartier. Mais la mentalité que je décris dans la chanson, c'est le quartier. Comme pour dire, nous vivons dans une société où les riches qui sont censés, des fois qu'on regarde de haut, d'en haut, et qu'on se dit, c'est des gens qui sont différents de ceux qui sont en bas, en réalité, ils ne sont pas si différents que ça. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a de mauvais dans nos sociétés est souvent entretenu par ces personnes très riches. Moi, je pars de cette idée parce que je regardais un documentaire il n'y a pas longtemps où il y a un scientifique qui expliquait que toutes les révolutions du monde, la basse classe et la classe intermédiaire n'ont jamais fait des révolutions. Toutes les révolutions dans le monde ont toujours été impulsées par les riches, par les puissants. Les bourgeois. Pour les bourgeois. Mais si les bourgeois ne sont bourgeois que d'apparence dans nos sociétés et qu'ils pensent qu'en réalité, dans leur esprit, ils sont plus bas que le bas peuple, comment est-ce que nos sociétés peuvent changer? Et du coup, je décris
le mal de nos sociétés dans cette chanson-là. Je parle de couteau dans le cartable, porno dans le portable. Ça, c'est nos sociétés. Mais tu choisis des mots très crus. Parce que la société est crue. Parce on vit quand même dans une société où un hôpital a abandonné une femme enceinte de jumeaux qui est morte sur le palier d'un hôpital. On vit dans une société où les gens n'ont pas de carte d'identité. On vit Depuis des années. Depuis des années. On vit quand même dans une société où, il n'y a pas longtemps, des consommateurs de crédit et autres se sont plaints des prix et tout. Et ces organismes que l'État a mis en place pour pouvoir contrôler et réguler les prix ne réagissent pas. On vit dans une société où les gens sont abandonnés à eux-mêmes. On vit dans une société qui est crue. On vit dans une société au Cameroun où on tue des gens tous les jours. Tous les jours, à la une au journal, on a tué des assassinats. Il n'y a pas longtemps, on a tué quoi quelqu'un a tué une famille entière. On vit dans une société où on s'est retrouvé en train de faire la guerre avec nos propres frères. Notre société est crue. Et moi, je peux pas. Je pense que y a un homme intelligent qui disait un jour que c'est un Américain, je pense. Il disait que pour comprendre le niveau d'intelligence, d'évolution d'une société, il faut étudier ses prisonniers. Parce que ce que les prisonniers vont vous dire, et plus ils sont violents, plus on comprend le degré de violence de la société. Je donne un exemple. Voilà l'une des sociétés les plus évoluées du monde qui est les États-Unis, mais c'est la société dans laquelle on rencontre les plus grands psychopathes du monde. Où dans les prisons, on voit des gens inimaginables. Parce qu'en réalité, c'est ça. Et c'est pareil pour la musique. On a l'impression que la musique américaine est l'une des musiques les plus violentes du monde. Parce qu'en fait, c'est comme ça que la société est. Et c'est ça la particularité de la musique urbaine. Plus la société est violente, plus la musique urbaine et le rap devient violent. Ça, c'est un indicateur sûr. Ici, par exemple, le rap que les gens faisaient à l'époque de MC Solar, c'est plus la même chose aujourd'hui. Hein? Oui, c'est vrai. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on a quand même créé le gangsta rap. Notre génération, en fait, elle s'inspire de ce gangsta rap. Les repères de notre génération, c'est Dr. Dre, c'est Eazy-E, c'est Public Enemy et tous les autres. C'est Run DMC. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est Snoop Dogg, c'est une génération gangsta rap. C'est Tupac et tout le reste. Donc, nous, notre génération, c'est cette génération gangsta rap là. Et cette génération gangsta rap, elle a évolué. Elle a évolué pour devenir la génération d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la musique, à l'époque ici en France, tu écoutais du rap. Du rap, c'était laisse pas traîner ton fils. C'était qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu et autres, tu vois. Oui. Aujourd'hui, les rappeurs, ils parlent de quoi? Ils parlent de la drogue, ils vendent les dealers au rez-de-chaussée, ils parlent de la violence à gauche, ils parlent de la violence à droite, ils parlent de la prison, c'est rien, ils parlent de braquage. La société est devenue de plus en plus violente. Leur musique devient de plus en plus violente. C'est pareil au Cameroun. Les gens sont étonnés. Pourquoi? Les gens se demandent souvent, mais pourquoi les gens écoutent autant Malox? J'ai été censuré de toutes les censures possibles. Oui. La radio, la télé, j'ai été censuré et boycotté partout. Je suis le premier artiste de musique urbaine au Cameroun où on a sorti des arrêtés préfectoraux pour que je ne joue pas. C'est vrai. Oui. Officiellement, hein, je parle des actes officiels sortis. On en a vu sur la c'est interdit de Malox ici, interdit là-bas. Ouais. Des spectacles. Parce que mes spectacles drainaient beaucoup de monde et on disait qu'après, il y avait de la violence et tout et tout. Mais si tu ne comprends pas aussi que des jeunes, sans nuance, peuvent te prendre au premier degré. Mais attends, de quels jeunes tu parles? Est-ce que ce sont des jeunes qui écoutent ma musique? Ma musique n'est pas pour les jeunes. Mais il n'y a pas des collégiens qui viennent à tes concerts ou à tes représentations? Justement, je suis en train de dire qu'à la base, ma musique n'est pas faite pour les 10-14 ans. Internet la rend disponible maintenant. Bon, Internet rend disponible beaucoup de choses parce qu'il ne faut pas oublier. Même les discours politiques qu'on écoute là, ce n'est pas fait pour les enfants de 14 ans. Pourtant, on les voit en train d'écouter ces discours politiques avec tout ce qui est cru et tout. Même si on regarde bien dans le fond, même le journal télévisé de 20h n'est pas fait pour les enfants. Pourtant, les enfants regardent.
Pourtant, toute la violence, il n'y a pas plus violent qu'un journal télévisé. Tu es d'accord avec moi? On montre beaucoup de choses, oui. Pourtant, les enfants regardent les journaux. Comment est-ce que tu regardes, quand tu regardes le journal en tant qu'adulte, tu interprètes ce qui se passe? Comment ton fils qui est là, quand il regarde le journal, comment il interprète toute cette violence? Parce que c'est là la question. Il faut savoir que l'information, quand les gens veulent avoir accès à l'information, ils auront l'information. Quand ils veulent vraiment avoir accès à l'information. Surtout l'information qui les intéresse. Moi, je parle de la société camerounaise telle qu'on la vit aujourd'hui. Je ne parle pas d'une société fantasmée, je ne parle pas d'une société de demain ou d'une société d'hier. Je parle des réalités d'aujourd'hui et je veux que les débats soient mis sur la table aujourd'hui. Et le plus grand débat, c'est Malox. Il est autant suivi. L'artiste a rempli le Palais des Sports. En moins d'un mois, sans promo dans les médias majeurs, sans rien. Oui, 6000 personnes dans une salle, sans rien. Pourtant, les gens qui font de la promo partout, ils n'arrivent pas à le faire. C'est forcément qu'il y a quelque chose dans mon discours qui plaît. C'est forcément qu'il y a quelque chose dans mon discours qui parle aux gens. Mais maintenant, il n'y a que deux types de personnes. Ceux qui veulent regarder ce discours en face ou ceux qui veulent détourner leur regard. Mais toujours est-il que, pour moi, le plus important, c'est que mon discours soit actuel et qu'il parle aux gens d'aujourd'hui. J'ai envie de parler des choses de mon époque et de les dire comme je les vois, comme je les vis, sans pouvoir les maquiller, de les peindre dans toute leur froideur avec les vraies couleurs. Donc le Malox cru n'est pas prêt de partir, n'est pas prêt de disparaître. Non, c'est la base, c'est mon image de marque. C'est ta signature. C'est ma signature, c'est ma signature. C'est ma signature, j'ai besoin de ça. Mais tu comprends que des mamans ne veuillent pas que leur enfant de 14 ans écoute Malox parce qu'ils ne sont pas prêts. Les mamans écoutent d'abord Malox. Comment est-ce que leurs enfants de 14 ans ne vont pas écouter Malox? C'est pas tout ce que les adultes font que les enfants doivent faire. Non, écoute, après, c'est aux parents. Il y a cette logique qu'on dit maintenant sur les réseaux et même les influenceuses disent ça. Justement, ce n'est pas moi qui demande aux jeunes filles de venir m'écouter. Elles disent ça. Non. Et tu dis la même chose. Le discours a changé. Oui. Pour le cas des influenceuses, j'ai trop tiré. Le discours a changé. C'est vrai. Et moi, quand je tire vraiment, tu vois. Donc, du coup, le discours a changé. Elles veulent modérer leur discours, mais elles ne peuvent plus se passer. Tu sais, toute l'adrénaline que ça génère d'être quelqu'un d'adulé, elles ne peuvent plus se passer de ça, tu vois. Elles ont besoin de ça. Elles ont besoin d'être suivies. Elles appellent les gens à les suivre. Elles ne peuvent pas dire qu'elles n'appellent pas les gens à les suivre. Quand tu sponsorises un post, c'est quoi le but? Oui. Vu par le maximum, ouais. D'être vu par le maximum. Oui. Et tu viens, tu utilises un message paradoxal en disant ouais, je sponsorise ce post, mais en réalité, je ne veux pas que les gens me suivent. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Hein? Ouais. Ça, c'est paradoxal. Tout à fait. Tu vois? C'est pour ça que je dis aux gens, on n'est pas dupes, on n'est pas cons. Moi, à la base, je l'ai dit clairement, mon message et ma musique, dans tous mes textes, dans tous mes disques, tu vas voir toujours la mention explicit content. Ouais. La mention explicit content n'est pas là par hasard, elle n'a pas été créée par hasard. C'est pour dire que le contenu parental, accord parental, parce que je sais que les mots sont crus. Les mots sont directs. Mais il ne faut pas aussi oublier une chose. On vit dans une société où les gens sont habitués à ces mots crus-là. Ça ne choque plus les gens. Il faut un vrai électrochoc pour changer notre société. Ça ne choque plus les gens. Une société qui a déjà accepté que les gens peuvent... Une femme enceinte peut venir mourir devant un hôpital. On lui ferme la porte. Et que sa sœur n'a pas d'autre choix que de l'opérer avec une lame de rasoir pour faire sortir les enfants. Une société qui a déjà accepté ça, c'est une société qui est prête à tout accepter. Non, c'est une société qui est prête à tout accepter. Il faut être, pour parler à cette société, il faut être très cru, très dur, très froid. Sinon, elle ne t'écoute pas. Et c'est ça la société camerounaise actuellement. C'est pour ça qu'on écoute Malox, parce que moi, je sais comment parler à cette société, en fait. Du coup, Malox, pour sortir de cette interview, je veux qu'on parle de ta gestion de l'argent. On a bien compris que tu faisais du business, tu gagnais de l'argent avec ta musique, mais aussi avec finalement ton club, le Boivement. Mais qu'est-ce que tu fais de cet argent? Où est-ce que tu dépenses ton argent, Malox? Déjà, je dépense mon argent normalement déjà comme tout le monde. Parce que, vous savez, le plus important, à mon sens, quand on cherche l'argent, c'est déjà pour avoir un équilibre
euh, pouvoir se nourrir, pouvoir se vêtir, pouvoir se soigner. J'essaie déjà d'avoir cet équilibre-là, pouvoir me nourrir correctement, euh, avoir un toit sur ma tête et avoir de quoi me soigner correctement. Parce qu'il faut savoir aussi, comme je disais, par rapport au contexte, vous savez, c'est pas évident. En Afrique, c'est compliqué, encore plus dans nos pays. Donc, déjà, pour avoir tout cet équilibre-là de manière correcte, ça demande avoir un certain moyen. Bon, après, maintenant, mon but est de pouvoir m'élargir dans mes investissements aussi. Hein. On a le boisement 1, on veut créer le boisement 2 et, si possible, pouvoir en faire une franchise qui sera partout et pourquoi pas hors du pays. Au-delà de ça, j'ai aussi une marque de streetwear, MOUF, Mental Organisation Union Force. Donc, il y a aussi cette marque-là que je veux développer un peu plus fort. Et au-delà de ça, j'ai des projets personnels. Voilà. Donc tu prends ton argent, tu le réinvestis. Ton argent ne part pas Bien sûr. dans l'alcool, dans les femmes, dans le classique que l'on imagine de la vie d'un rappeur. Non, non. Tu sais, il y a l'argent de l'alcool dedans toujours. Il y a l'argent de l'argent et l'alcool et des femmes. Parce que chez nous, il y a un dicton qui dit que quand tu prends ton argent, il est dit que il y a une partie qui doit repartir à la dîme. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a aussi une partie qui doit partir entre les mains du diable. donc, okay. Il y a un argent qui est dépensé forcément pour, pas forcément pour l'alcool, mais pour tout ce qui est divertissement, pour avoir la vie que je veux, tu vois. Je veux me divertir, j'ai des rêves aussi, j'ai des loisirs, tout ça, tu vois. Donc, il y a ça. Je ne consomme pas d'alcool plus que tous les autres Camerounais. Mais il faut savoir que je fais partie de cette société que j'ai essayé de décrire dans la chanson « La bière, c'est combien ici ?» qui était mon premier succès. Augmenter le prix, on va toujours boire. Et c'est une chanson qui a marché au Cameroun très fort. Et c'est à ce moment-là que les gens ont compris que ce gars voulait vraiment parler de la société camerounaise. Il allait être très cru. Cette chanson est sortie il y a 10 ans. 10 ans plus tard, on a augmenté le prix d'alcool 3 ou 4 fois. Et les gens continuent à boire. Et boire sans se plaindre. Donc, je fais partie de ces sociétés-là aussi qui boit. Donc, c'est vrai, il y a une partie qui va dans l'alcool. Il y a une partie qui va dans le divertissement. Il y a une partie qui va dans les investissements. Donc, voilà. Ton argent est vraiment... Ok, les investissements, on les a compris. En tous les cas, tu te fais plaisir. Et à part donc l'alcool, tu te divertis comment? J'ai des amis, hein. Ouais. J'ai des amis... Déjà, pour moi, le fait de réaliser... Un adulte au Cameroun, à Yaoundé, c'est quoi les sources de distraction qu'il a à part l'alcool? Qu'est-ce que je veux te dire? Moi, je suis aussi passionné un peu de sport, football et tout. Moi, je ne me cache pas. Je joue à des paris sportifs. Oui. Les mêmes que tu dénonces, tu joues? Non, je fais partie du problème. Je ne fais pas partie de la solution. C'est ça le problème. Parce qu'il faut que les gens sachent que moi, quand je parle de la société camerounaise, j'emploie la première personne du singulier, généralement, pour décrire la société camerounaise. Et en employant la première personne du singulier, tout le monde se retrouve. Et il ne faut pas oublier que, à la base, en créant le personnage Malox, je me suis inspiré d'un personnage qui existait déjà dans notre société, qui était Cancan Jean-Michel, qui était un humoriste très brillant, révolutionnaire dans son approche. Surtout que, quand on regardait le personnage, moralement, c'était un personnage hideux. Alcoolique, père irresponsable, oui. Toujours avec des prostituées. Il avait un business qui ne marchait pas, et très insolent, toujours ivre. Oui. Et même en créant le personnage Malox, je me suis inspiré de lui. Tout bien réfléchi, on aime le personnage Malox, mais en réalité, le personnage Malox, on va dire avec qui on dit c'est un drogué, c'est un gars qui boit de l'alcool, il est toujours avec les prostituées, il parle mal. Tu vois d'où vient le personnage? Oui. J'ai transposé un peu ce personnage-là dans la musique urbaine pour devenir le Malox. Et c'est pour ça que je parle au premier degré, comme quand Jean-Michel, il parlait au premier degré pour parler de la société camerounaise. Oui. Pour parler de la société camerounaise. Je suis la société camerounaise. Je suis cette société qui boit, cette société qui se drogue.
Je suis cette société qui marche avec les prostituées. Je suis cette société. Mais quand on fait une analyse, comme dans cette interview, on dépose le personnage de côté et nous tous, on s'assoit autour de la table, on analyse le personnage par rapport à la société dans laquelle on est. Ouais. C'est par rapport donc à cette analyse que je veux te dire, voilà, dans cette société, il y a des influenceuses qui passent un message qui va finir par poser un véritable problème à la société. C'est une société où il y a des jeunes qui marchent avec des couteaux dans les cartables. Il y a des jeunes qui font telle ou telle chose. Il y a de la violence à tel niveau. Il y a de la violence verbale. Il y a de la violence verbale à la télé, à la radio, partout. Nous, on a grandi dans cette violence parce que des fois, les gens m'accusent à tort hein, de parler trop de sexualité dans ma musique. Je parle trop de manière sexe. très crue. Très crue. Mais j'ai grandi dans cette société qui parlait de sexualité avec une certaine liberté, un certain libertinage. Nous, on a grandi en écoutant les Catinos. On a grandi en écoutant des artistes, une Barga-Soukous. On a grandi en écoutant des artistes qui parlaient crûment de sexualité. On a grandi en regardant le Mapuka. On est cette société-là qui avait grandi comme ça. Et pire encore, nous, et je parle de mon cas, nous les jeunes Bamileke, nous on a entendu les chansons de nos mamans dans les deuils et dans les réunions, c'était des chansons obscènes. Parce qu'il faut le dire, nos mamans chantaient des chansons obscènes dans les réunions et dans les machins entre elles. Mais en réalité, nous on a grandi dans ces sociétés où on parle de sexualité avec une certaine liberté, un certain libertinage. C'est pas parce qu'aujourd'hui on retranscrit cette société-là pourquoi ça choque dans la musique urbaine. Quand c'est dans la musique. Ça choque parce qu'on a rendu ça plus vrai. Ce n'est plus seulement dans le cadre de la famille, quand les mamans de la Réunion chantent entre elles. Ce n'est plus seulement une Catino qui va chanter en son dialecte pour une communauté, ou un Pedro, ou un Barga-Soukous. Non. Aujourd'hui, c'est un Malox qui a pris tout ça. Un Malox, un gars bamileke qui a grandi à Yaoundé, qui comprend ce qui se dit à Yaoundé. Tu vois ce que je veux dire? Et qui comprend ce que les mamans bamileke disent, et qui a pris tout ça, et qui a retranscrit ça en langue française, au pire, en langue, en franc-anglais, où tout le monde peut comprendre ce qui se passe. Ce qui choque, c'est le fait qu'aujourd'hui, tout le monde sache. Parce que moi, je te donne un exemple. Quand tu arrives à une cérémonie de bamileke, les mamans sont en train de chanter. Elles sont en train de décrire si tu en sais quelque chose, hein, je ne sais pas si tu as déjà assisté à ces... Ceux qui m'entendent, ceux qui me regardent, ils se reconnaissent. Ouais. Nos mamans, dans les sociétés bamileke, ont des chansons très obscènes qu'elles chantent en patois, dans les cérémonies de deuil, de machin et tout. Et il n'y a que la communauté qui comprend et qui entend ce qu'elles sont en train de dire. Ou encore, même, il y a ces artistes folkloriques de d'autres régions qui disent des choses obscènes, mais qu'il n'y a que ces communautés-là qui comprennent. Et quand nous, on est la génération qui avons grandi avec tout ça et qui avons pris tout ça aujourd'hui et on en parle en français ou dans un langage plus populaire que tout le monde va comprendre. Et c'est ça qui choque en fait, que Malox ait pu décoder ces codes-là et les rendre accessibles à tous. La vérité, ce n'est pas parce que je parle de sexualité, c'est que je rends justement ces paroles accessibles à tous. C'est ça qui choque en fait. En fait, c'est vrai comme s'il y avait quelque chose que la plupart des personnes connaissaient et celui qui ose en parler, on lui tire Voilà, dessus. c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que c'est ça, mais la personne qui a réussi à en parler et surtout susciter l'intérêt de tout le monde à travers ça devient un problème. Tu parles dans un de tes chants qui est très ancien, de ces jeunes filles-là, déjà à l'époque, qui avec WhatsApp est devenu un outil de prostitution, voilà, à la limite, de divulgation d'images obscènes, même à l'université. Voilà, je parlais de ça et je dénonçais déjà cette réalité quand je disais aux parents que la prostitution n'est plus dans les rues, ce n'est plus à Minifem. La prostitution aujourd'hui, c'est dans les téléphones portables. Connecte tout ça sur WhatsApp, je t'envoie la vidéo. Envoie-moi un Orange Money, je t'envoie le bas et le haut. Je parlais déjà de cette facilité à se prostituer là avec les systèmes de paiement, la technologie, les systèmes de paiement numériques, la capacité cette fille-là, tu vois, on ne va pas la considérer comme une prostituée, alors qu'en fait, c'est une prostituée. Ouais.
C'est une prostituée. Et c'est pour ça que je dis quand on parle de prostitution, il y a des gens que, quand je parle de la prostitution des influenceuses, il y a des gens qui voyaient la prostitution au premier degré dans le sens où elles sont dans les rues. Non, elles ne se prostituent pas dans les rues. Il y a beaucoup d'autres moyens de se prostituer aujourd'hui et c'est des codes. C'est des codes qu'une génération comprend et qu'il y a d'autres générations qui ne comprennent pas. Moi, je parle de ces codes-là. Je révèle ces codes-là à la société pour que ça fasse débat. Quand je parle de dis, je veux voir le bas, tu as combien, tu dis que tu veux voir le haut, je révèle ces codes. Il y a des parents qui ne savaient pas qu'on se prostituait qu'on pouvait utiliser WhatsApp pour se prostituer. Moi, j'ai des parents qui savent que WhatsApp, c'est on appelle, on machin. Limite, même quand on met ça dans son téléphone, elle se dit, OK, d'accord, c'est juste pour appeler, pour discuter avec les gens. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai aujourd'hui encore qu'à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes, ils utilisent ces mêmes outils-là pour faire autre chose. Et c'est pour ça que quand je dévoile ces choses-là, il y a des personnes qui sont choquées parce qu'ils n'arrivent pas à admettre. Pour eux, non, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils mentent. C'est pas vrai. Pourquoi ils parlent de ça? Moi, je suis dans cette société d'aujourd'hui. Moi, je suis dans cette société où les jeunes ont des couteaux dans le cartable et du porno dans les portables. Je le dis dans un texte. Et il y a des parents qui ne le savent pas. Moi, je considère que je suis un artiste qui devrait être décoré chevalier d'ordre de la valeur dans mon pays. Merci, attends. Écoute, j'ai tellement mis en évidence des situations au Cameroun. Je ne parle même pas de porte-à-porte et tout le reste. Hein. J'ai tellement mis en évidence aux yeux des gens des situations au Cameroun qui étaient sous leurs yeux et personne ne voyait, que je pense que je suis mieux placé que la majorité des artistes pour pouvoir parler de certains sujets de la société. Ouais. Ben oui. Bah, après, ce qui est paradoxal, est-ce que ça t'a pas aussi desservi sur un plan financier? Tu as dit que tu as été boycotté par beaucoup de médias. J'imagine des marques t'ont boycotté. Est-ce que tu n'as pas eu des partenaires qui ont dit je ne travaille plus avec Malox? Moi, j'ai une chose à laquelle il y a des marques qui m'ont même blacklisté il y a des années et qui sont encore revenus. C'est vrai? Oui, moi je pense que... Oui, ils m'ont blacklisté. Je parle de blacklisté en disant on ne va jamais travailler avec ce gars. Ils sont revenus investir des millions sur moi. Parce que je laisse le temps aux gens de comprendre. Parce que la société évolue. Ouais. Des fois, quand tu es trop en avance sur ton temps, tu as des problèmes. Oui. Comme la majorité des gens qui ont été en avance sur leur temps. Galilée a été en avance sur son temps, on l'a tué. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Comme la majorité des gens qui ont été en avance sur leur temps, quand tu arrives avec des discours... et puis, après, on laisse le temps aux gens d'évoluer. Et moi, j'ai toujours une chose que je dis à mon manager, ce qui est pour moi est pour moi. Hein. On ne peut pas m'arracher ce qui est pour moi. Ouais. Et Dieu conçoit le monde de telle façon qu'il n'y a que ce qui est pour toi qui sera à toi. Il n'y a que ce qui est pour toi qui sera à toi. Au final, tu peux tout mettre en œuvre pour que des choses viennent à toi. Mais ces choses-là, au final, vont à quelqu'un d'autre. Mais tu n'as pas peur quand même quelque part? Moi, j'imagine que c'est aussi l'une des raisons peut-être pour lesquelles tu t'es mis seul en intervenant pour être libre. Parce que avoir aussi quelqu'un au-dessus de toi, il t'aurait peut-être dit non, je ne veux pas que tu chantes comme ça, je ne veux pas que tu dises si parce que ça va pas te donner d'argent. Tu n'as pas quand même parfois hésité à sortir certains titres en te disant ça, les gens ne sont pas prêts. Oui, j'avoue. Il y a des titres que j'ai hésité à sortir. Et quand c'est sorti? C'est pour ça que des fois, quand je veux sortir, je fais écouter à mon manager. On discute. Ouais. C'est un ancien, aussi bien du monde urbain ici que chez nous, au Cameroun. Donc, je lui fais écouter. On discute. Il y a des chansons, des fois, on n'est pas sûr, tu vois. Des fois, moi, je ne suis pas sûr. Généralement, quand je lui fais écouter un truc, c'est parce que je ne suis pas sûr, tu vois. Ouais. Je suis hésitant. Je veux quand même qu'il écoute, tu vois, qu'il me dise. Parce que, tu vois, généralement, quand je suis sûr d'un truc, je n'ai même pas envie de lui faire écouter. Je lui dis, gars, calme-toi, c'est sûr. Mais quand j'écoute, je reviens, je réécoute, après, je me dis, bon, attends. Et si. Bon, il y a des chansons, mais il y a des chansons que je n'ai jamais sorties. Hein. Parce que moi aussi, j'ai jugé trop violent. Ah oui? Et la société n'est pas prête. Ah oui, d'accord. Oui. Je me rappelle, j'avais... Tu t'es auto-censuré? Oui, auto-censuré. Je me rappelle, j'avais une chanson, j'avais intitulé cette chanson « Je veux aussi voler ma part ». J'ai fait cette chanson, mais finalement, je n'ai pas sorti cette chanson. Qui disait quoi? Parce que cette chanson parlait des détournements de biens publics et je décrivais cette société camerounaise qui est devenue une société de voleurs généralisés. Où en réalité, je t'explique dans cette chanson, tout ce qu'on va mettre
peu importe les gens qu'on va arrêter, on va mettre en prison, je dis ceux qui vont les remplacer vont toujours voler. Et c'était très dur, j'étais très cru, je citais des noms. Ah oui. Je citais des noms de personnes qui sont même, ils étaient encore en liberté, mais ils sont en prison aujourd'hui, justement. Et j'étais trop en avance. Je pense que ça m'aurait créé des problèmes. On m'aurait peut-être donné raison quand on les aurait mis en prison aujourd'hui, mais ça m'aurait créé des problèmes. Inutile peut-être. Inutile parce que les gens n'auraient pas compris. Donc aujourd'hui, je pense que ce que les gens écoutent de Malox, c'est même le message le plus dosé possible. Wow. On a dosé fort. Donc en réalité, moi je suis comme ça. Est-ce que tu as chanté pour Martinez? Ou est-ce que Oui, le dernier titre, justement, je fais un hommage à Martinez. Martinez Zogo, hein, pour ceux qui... Oui, justement, dans le dernier titre, justement, j'ai une dédicace, une grosse punchline que je mets là par rapport à Martinez et tout. Parce que notre travail aussi en tant qu'artiste, c'est de marquer le temps et l'histoire avec nos œuvres pour que les gens, plus tard, quand ils regardent, ils se demandent aussi, c'est pour que la mémoire ne se perde pas. Pour qu'on se dise, mais c'est qui ce Martinez dont il parle? Donc j'ai fait une chanson L'assassinat bien... de Martinez, c'était aussi peut-être un moyen de dire à tous ceux qui ont des grandes gueules, taisez-vous. Est-ce que c'était pas aussi ça quelque part le message? Directement pour les journalistes, mais indirectement aussi pour des gens comme toi, finalement. Bah, moi, je pense qui dénoncent trop. Moi, je pense que... il y a dans une société, dans toutes les sociétés, hein, dans l'évolution de toutes les sociétés, il y a des points de changement. Et les points de changement sont souvent marqués par des situations violentes. Par des situations violentes. On ne sait pas si ça va venir par des personnes qui parlent beaucoup, par des personnes simplement célèbres. Parce que des fois, des points de changement sont marqués par peut-être des situations injustes. Moi, je donne un exemple, le printemps arabe. Tout est parti du fait qu'un vendeur de fruits se soit immolé publiquement dans la rue. Ça a mis le feu aux poudres. Et je pense que ce n'est pas juste un message de dire... Moi, je trouve que c'est trop simple de dire, OK, c'est un message pour ceux qui parlent beaucoup. Moi, je pense que quand une société est en train de changer, et radicalement changer, il y a toujours des situations violentes qui amènent à des réflexions généralisées. Et c'est l'une de ces situations-là, en fait, qu'on a vécu avec le journaliste Martinez Zogo. Et c'est une situation qui est en train d'amener aussi les mentalités à changer. Et ces choses-là, on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas les contrôler. Ça n'attaque pas, ça ne vise pas que ceux qui parlent. Ça ne vise pas ceux qui parlent. Parce que des fois, ce n'est même pas ceux qui parlent. Mais quand la société change, il y a toujours des actes violents qui sont perpétrés contre des personnes et ça éveille les consciences. Et moi, je crois que dans le cas du Cameroun, le cas de Martinez, vraiment, ça a amené à vraiment la société à commencer à se poser certaines questions. Écoute, Malox, on arrive au terme. Juste une petite question bonus. Est-ce que tu te nourris des clashs sur les réseaux sociaux? Parce que je constate La vie d'un rappeur, c'est les clashs. Ah. Quelqu'un avait dit un jour que le CV du rappeur, c'est la prison. Aux États-Unis. Si on ne peut pas se mentir, je te dis que nous, on est une génération qui s'est inspirée du gangsta rap. Le gangsta rap, c'est quoi? Mais tu clashes tout le monde. Tu clashes des gens qui ne t'ont rien fait. Non, mais on ne clash pas pour clasher. On ne clash pas les gens, tu sais. Moi, je ne clash même pas les gens. Je réponds juste à leur clash. À leurs attaques, généralement. Mais est-ce que parfois, ça ne va pas trop loin? Il y a eu un gros clash il y a quelques semaines dans lesquels, à titre personnel, je me suis dit, mais ils vont peut-être un peu loin là, non? On va jusqu'à attaquer l'intimité des gens, la famille. Non, mais en ce qui nous concerne, moi, je suis un gars de la old school. Donc, du coup, nous, on a des règles non écrites. Quand on clash, moi, je ne peux pas attaquer la famille, je ne peux pas attaquer les enfants, je ne peux pas attaquer l'intimité de la femme, de tel ou tel. Ça fait des années que moi, je clash, je ne l'ai jamais fait, tu vois. Après, il y a des gens qui sont bas, qui manquent de moralité, qui le font, tu vois, qui manquent de moralité. Mais depuis que je clash avec des gens, depuis des années, c'était une situation inédite. C'était quelque chose qui a étonné les gens. Mais comment quelqu'un peut se mettre sur Internet et se dire ce genre de choses, tu vois? Parce que toutes les personnes avec qui on a clashé, généralement, c'est qu'on sait, on a ces codes-là. Ils auraient pu s'attaquer à un tel, moi, j'aurais pu attaquer leur famille, mais on est resté sur, tu vois. Bon, après, bon, tu sais... Tu ne regrettes pas certains clashs qui peuvent arriver jusqu'à toucher tes proches? Non, mais en réalité, moi, je suis comme ça, hein, frère.
C'est le rappeur qui encaisse, mais est-ce que ta famille est préparée aussi à ça? Ça fait partie de la famille, ils ont qu'à pu être de la famille. Qu'est-ce que tu veux? Quand on leur donne l'argent, qu'on travaille, ils mangent, ils sont contents, non? Quand les coups commencent à pleuvoir, il faut qu'ils prennent aussi quelques coups. Ça fait partie du jeu. Hein. Ouais. Tu ne vas pas me dire que voilà, tu vas vivre avec des gens, vous êtes bien, tu bosses dur, pour les mettre bien, ils sont bien, mais le jour où tu leur demandes de venir t'aider dans ton travail et ils commencent à te dire que ton travail est trop dur, c'est un problème. Ouais. Bah, c'est ça mon travail. C'est ça le travail de Malox. Tous ces clashs, toute cette musique, tous ces trucs, il faut bien se dire que si ça rapporte, c'est parce qu'on prend des coups. Et des fois, quand on prend des coups, c'est tout le monde qui prend des coups. Parce que si tout le monde mange, il faut bien qu'un jour, on sache qu'on va prendre des coups ensemble. Hein. Ouais. Ah oui, c'est comme ça. C'est ça, c'est le game, on va... Qu'est-ce que tu regrettes, Malox? Moi? Bah, qu'est-ce que je regrette? Bah, je regrette peut-être de ne pas être comme les autres. Parce que des fois, je regarde les autres, je me dis, ah, la société les aime bien. Eux, ils ferment leur gueule, ils chantent des chansons qui n'ont rien à voir avec la société dans laquelle ils vivent. Ils voient des situations, ça ne les intéresse pas, ils s'en foutent. Tu vois? Donc après, je me dis, bon, peut-être je dois être comme eux aussi, tu vois? Mais moi, j'ai ma nature. Je me rends compte vite fait que je ne peux pas être comme eux. Je suis, quand je vois quelque chose qui m'irrite, quand je vois quelque chose qui me parle... C'est plus fort que toi. Je suis moi, tu vois. Ouais. Hein? Je te donne un exemple encore récemment. J'ai eu tout un tas de personnes qui sont venues, ils étaient contre moi. Il y a eu même des personnes qui sont désabonnées de ma page parce que je n'étais pas d'accord avec eux sur le fait que la méthode qu'ils ont employée pour pouvoir revendiquer qu'on puisse baisser les prix des coûts Internet data, et des appels au pays. Oui, c'est vrai. J'ai revendiqué, je me suis mis à dos toutes ces personnes parce que j'ai critiqué leur méthode. J'ai dit que la méthode n'était pas la bonne et que je pensais qu'il serait mieux d'attaquer directement les institutions qui avaient été mandatées par l'État pour pouvoir faire le contrôle de ces prix-là. Parce que, en fait, ces régulateurs-là, ce sont eux qui sont mandatés par l'État, sinon, entre guillemets, par nous, pour pouvoir le faire. Et c'est à eux qu'on doit demander des comptes pour qu'ils puissent agir et frapper du poing à notre place. Et il y a des gens qui ont très mal pris et ils ont monté toute une campagne contre moi. Et quelques mois après, ils se sont rendus compte tout seuls que, en fait, ils ne savaient pas employer la bonne méthode et que ça n'allait fournir aucun résultat, comme je leur avais dit. Et au final, quelques mois après, on est là. Ça n'a fourni aucun résultat. Et ils se rendent compte que la seule chose à faire, c'est faire comme Malox a dit. Aller s'inscrire sur les listes électorales. Ben, je rigole, mais voilà, c'est la seule chose à faire, c'est s'inscrire sur les listes électorales. Pour espérer un changement démocratique. Malox, au moins un changement d'opinion. Oui. Voilà, se faire entendre. C'est ça le plus important. Après, changer démocratiquement ou pas, ce n'est pas la question. La question, c'est se faire entendre. La chose que tu as faite avec l'argent que tu regrettes aujourd'hui, la pire. Ta pire dépense. J'ai fait des choses, hein. J'imagine. Oui, j'ai fait un truc. Mon manager m'avait Wanda sur moi. Il m'a dit, gars, tu n'es pas normal. J'avais payé une trentaine de paires de Jordan, cinquantaine de paires de Jordan pour mes gars, parce que je voulais leur faire plaisir. Et tout ça. Et qu'est-ce que j'avais encore fait? Une des pires dépenses que j'ai faites. J'ai fait voyager une fille que je draguais. J'ai dépensé l'argent pour faire venir la fille à venir m'embrouiller, mon frère. Ça, tu étais déjà Malox? Ouais, j'étais déjà Malox. Bon, c'est vrai que je n'étais pas encore avec ma femme, tu vois. Ouais. Mais c'était les premières. Tu sais, moi, je suis passé brutalement du ghetto au succès. Pour te dire, mon premier succès, c'était la bière, c'est combien ici, mais c'était toujours le ghetto, tu vois. Oui. Mon premier vrai succès où j'ai commencé à toucher de l'argent, succès commercial, c'est avec Ça sort comme ça sort. J'étais au quartier, histoire vraie, tu vois. Et mon manager me dit, écoute, il faut qu'on fasse une tournée. Dans 3 mois, on va en Europe. Je te jure sur la tête de ma mère, la chanson était sortie. 1 mois après, j'étais en train de voyager pour aller faire 3 mois en Europe. Et j'étais au quartier Les Babouches.
au pied. Ouais. Je te dis, j'avais les claquettes au pied au quartier. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Donc, du coup, on est arrivé, on ne savait pas les euros, on ne savait pas ce que c'est. Donc, c'était tellement d'argent que 1 000 euros, 2 000 euros, on mettait des prix hasardeux sur les prestations, mon frère. Et les gens acceptaient parce qu'ils nous aimaient tellement, tu vois. Ouais. Et là, je faisais des dépenses folles, je contrôlais rien. L'histoire dont tu parles, c'est en France que s'est déroulée, la fille? Oui, la scène de la France. Ah oui? Ouais. Ah, c'est pas une fille au pays? Non, j'ai fait venir la fille, là, mon frère. Je l'ai Mais tu l'as fait venir d'Allemagne. Ah, d'Allemagne. Pour venir, frère, la fille m'a embrouillé. Je la vois, puis 3 jours plus tard, je la cherche partout à Paris. Je la vois pas. Elle m'a amené à Châtelet, j'ai fait les dépenses. Je me suis dit, frère. Non. Mais frère, aujourd'hui que je regarde comme ça, après je compte. Je regarde, mais j'avais dépensé presque 1,5 million. Hein. Waouh. Plus de 2 Parce que 000 ça euros. part vite, tu vois. Oui, 500 oui, euros, oui. 200 euros, c'est vite fait. Tu sais même pas ce que Oui, c'est. oui, oui, Tu vois, tu dépenses 1 000 francs alors que tu as dépensé 150 000 comme le jeu, tu vois. Donc, c'est l'une des dépenses les plus folles. Et il y avait aussi ça. Ça s'est terminé Il y avait comment? les baskets. Hein? Ça s'est terminé comment? Elle a fui, non, mon frère. Tu veux que je te dise quoi? Je Juste- l'ai revu juste- seulement sur un statut WhatsApp, quelque part en train de boire le vin avec les gars un jour. Je ne sais pas dire qu'on va manger, là. Tu es un Mougou, non? Alors, elle a été le Mougou gars. Le Mougou obéit. Donc, j'ai seulement respecté le code, les gars. Plus jamais, gars. Je te dis, tu sais, moi, j'étais un nouveau en Bengo, on m'a vacciné. Le vaccin est passé. Donc, comme ça qu'on parle, en fait. Le vaccin est passé. Pour les pères de Jordan, c'était la famille parce que nous, tu sais, moi, je viens du ghetto, on n'avait pas l'habitude. On n'avait pas l'habitude de tout ça. Donc, je voulais faire plaisir. Non, j'ai eu des dépenses folles. Ça va quand même. C'est vrai que c'est une dépense pas très logique, mais c'est pour les potes. Frérot, c'est pour, trop grave. Ah bon? 1,5 million pour faire venir une fille que tu ne vas même pas voir le caleçon, frère. Ça, c'est trop grave. Hein? Non, je parlais des 50 Jordan Ah que tu as acheté pour tes non, potes. bon, là, c'était... C'est différent quand même. Ouais, c'est vrai. C'est mais une grosse après- dépense, c'est vrai. Ouais, Mais ça fait partie des... plaisir Imagine à- un mec qui était là hier, il n'avait pas la capacité de s'offrir une paire de Jordan neuve Ouais. et qu'il achète tout ça. Ouais. Tu vois? Ouais. Non, je veux dire, pour tes potes, ça les marque, quoi. Je veux Voilà. dire, Donc, après, moi, je me dis, ça fait partie de... Est-ce que tu as eu des crasses de la part des potes, des faux amis, des pros? Oui, justement, parce que tous ces potes-là, après, ils m'ont trahi. Ah oui, d'accord. Ah oui, tout ce que j'ai fait. Après, c'est des leçons de la vie, tu vois. Tu apprends de la vie, tu te rends compte que voilà, la nature humaine, c'est comme ça. Tu sais, au début, tu crois que ça ne peut pas arriver, tu vois. Tu crois que l'ingratitude n'est qu'un mot. Mais après, Alors, revenons sur ce que tu as dit, Malox. Pourquoi est-ce que tu penses que parce que tu avais dépensé de l'argent pour cette fille, ça entraînait que tu devais coucher avec elle? C'est quoi le lien? Non, mais parce que c'était le deal. Elle et moi, c'était ça, le deal. Vous vous êtes dit ça ou c'était implicite? Non, mais on a nos codes entre ta mère et toi. Hein? Elle m'a chauffé. Donc, elle m'a amené à croire que Il y avait quelque chose. quelque chose allait se passer. Ok, je comprends. Donc, elle m'a amené à croire que quelque chose allait se passer. Et moi, dans l'approche de quelque chose va se passer, Tu as voulu faire genre on est à Paname. tu vois, donc, parce que ouais. j'avais d'avoir un doute, mais elle m'a amené à être, c'était la certitude que non, tout est bon, positionne-toi. Hein? Mais moi, comme j'étais un mougou, est-ce que j'ai vu le truc venir? Ça m'a frappé de point fait. Elle a fait fort, hein? Elle est arrivée comme ça, elle m'a dit, ok, elle a déposé son sac. Elle m'a dit, ok, tu gardes mon sac, je vais voir une sœur, je reviens. T'inquiète, on est là tout le week-end, on n'a pas de problème. Je vois ma sœur vite fait, je reviens, c'est mieux. Je dis, il n'y a pas de problème. Frère, je garde le sac 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Quand je regarde le modèle du sac, il y a même quoi dans le sac là, j'ouvre, je vois 2 vieux cavaliers là, mon frère. L'organisation, c'était le haut niveau. J'ai compris que, gars, Waouh. non, on m'avait Ah, organisé ça, c'était après avoir fait toutes les dépenses? tout, non? Elle m'a laissé maintenant un sac. Comme pour dire, ok, je vais avec les autres trucs, mais voici mon sac, tu vois. Ah, elle est partie avec tous les achats? Ouais, mais ça, c'est le sac avec mes trucs privés. Mais qu'est-ce que tu as dépensé pour dépenser 1,5 million en 2 jours? C'est Oh. Bien énorme. que... Non, mais comment? Qu'est-ce qui est énorme? Aller et retour. Si tu payes seulement le billet aller Ah, et oui, le retour. billet d'avion, oui. Rien que le billet aller et retour. Ouais. Tac, Ouais. c'est déjà le riz. Hein? Ouais. Tu prends la go, tu viens la chercher. Dès que tu la prends, Châtelet, elle rentre dans les boutiques. 1 million, c'est quoi, mon frère? Ouais, c'est passé vite. Ouais. Ça court. 1000 quelque chose d'euros, ça a 1500, couru ouais. comme c'est vite fait. Après, bon,
Heureusement qu'à cette période-là, le farotage était sérieux. Oui, Il oui. n'y avait pas encore le Covid, il n'y avait pas encore certaines choses. Les gars de la diaspora farotaient encore. Hein? Ils faisaient encore le travaillement. Aujourd'hui, les gars sont devenus durs. C'est la crise. Ah ouais, c'est la crise partout. Ouais. Donc, voilà. C'est ça ma vie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Malox, en sortie d'interview? Bonne chance. Que les influenceuses ne me tuent pas. Non, je rigole, mais bonne chance pour moi, l'album, déjà, parce que l'album va sortir dans pas longtemps. Ok. Il parle de quoi cet album? L'album est intitulé Isakam, donc vois déjà de quoi il peut parler. La société de ramassage d'ordures. Hein? L'album sera intitulé Isakam. Ouais. Et je passe les détails, parce que déjà, quand tu écoutes le titre de l'album, tu comprends. On peut avoir une acapella d'un titre, quelque chose? Voilà, il y a des titres inédits qui sont sortis. On ne met pas le cœur, c'est une inédite de l'album. Ok. L'amitié, les gens marchent par catégorie, c'est un inédit de l'album. Et le dernier, ce n'est plus le quartier. Ce n'est plus le quartier. Le ghetto a changé. Tu veux nous apprendre de quoi? On sait déjà que quand le goût augmente brusquement, c'est parce que le préso s'est percé. Inédit. Tu connais. Malox, voilà, le Viber. Donc, Merci. souhaitez-moi bonne chance. Ouais, Souhaitez-moi bonne chance ouais, pour ouais. mon album qui arrive Ouais. et tous les projets à venir. Merci beaucoup, Malox. Bonne chance à toi pour la suite de ta carrière. Merci. Bonne chance à toi aussi. Venez investir au pays. Merci beaucoup. On arrive au terme du podcast avec Malox. Ce fut un moment passionnant. Je n'ai pas vu le temps passer. J'espère que vous aussi. Il s'est livré comme jamais. Il a répondu à toutes les questions sans jamais se défiler. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Partagez au max afin que, bien évidemment, ceci puisse susciter de la discussion parce que c'est l'objectif, bien évidemment, de ce genre d'émission. Que ces erreurs nous servent, que son aventure, son histoire, mais aussi ses réussites inspirent d'autres à pouvoir s'inspirer, bien évidemment, de cela. Rendez-vous dimanche prochain à 14h pour un autre épisode avec un autre invité. L'argent, c'est juste une question de temps. Avec le temps, on en gagne plus ou on en gagne moins. À vous de choisir. Ciao.